Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Pendant la suspension des travaux parlementaires, je vous propose de voir ou de revoir les temps forts de la dernière session du Sénat. Et place ce matin à l'audition de Vincent Bolloré, le président du conseil de surveillance de Vivendi, qui a fait face aux sénateurs de la commission de la culture au mois de juin. L'occasion pour lui de s'exprimer sur les résultats des chaînes du groupe Canal+, qui sont en berne. Mais lui a estimé que Canal+ était au contraire désormais redressé. Mais vous allez le voir, elle a surtout été interrogée à plusieurs reprises sur la question de la liberté éditoriale sur les chaînes du groupe après la déprogrammation d'un documentaire d'investigation sur le Crédit Mutuel. Et pour lui, la réponse est claire. Circuler, il n'y a rien à voir. Tout cela, ce ne sont que des rumeurs lancées par les enfants gâtés de Canal+, mécontents, je le cite, d'être mis à la diète. Pas sûr que cela ait convaincu les sénateurs. Voyez tout de suite leurs échanges avec Vincent Bolloré. Je vais essayer dans toutes ces questions de mettre un peu de réponse, bien sûr, et peut-être dans l'ordre. D'abord me présenter à vous, puisque c'est la première fois que j'ai l'honneur d'être auditionné au Sénat. J'ai passé 10 ans dans la banque, je viens d'une vieille famille bretonne, et j'ai repris il y a 35 ans un groupe qui était plutôt petit et qui est aujourd'hui l'un des premiers groupes mondiaux, puisque avec plus de 10 milliards de chiffre d'affaires, plus de 50 000 personnes travaillant avec nous, nous faisons partie des 200 premiers groupes dans le monde. Nous sommes toujours basés à Ergué-Gabéric, qui est donc à côté de Quimper, et nous avons 3 métiers. Le premier, c'est la logistique et le transport que nous avons construit en une trentaine d'années. Nous sommes le 4e opérateur mondial et le premier privé français, bien sûr, de loin. Nous sommes également dans le stockage de l'électricité, l'un des premiers groupes mondiaux. Ceci permet à la fois de faire des véhicules qui peuvent rouler à l'électricité, voitures, bus, tramways, mais aussi bien sûr le stockage des énergies nouvelles, solaires et éoliennes, qui sont intermittentes et grâce au stockage deviennent permanentes. Mais bien sûr, ce qui intéresse cette commission, c'est notre 3e métier, c'est-à-dire les médias, les contenus que nous avons développés depuis une quinzaine d'années. Nous avons aujourd'hui le 2e journal français en audience, qui est Direct Matin, qui est diffusé à près d'1 million d'exemplaires et lu par à peu près 2,5 millions de personnes. Nous avons la première, disons la 5e agence mondiale de publicité qui est Havas. Et il y a un peu plus de 3 ans et demi, nous avons accepté l'offre de Vivendi qui était d'apporter nos chaînes, la 8 et la 17, contre 2,5% du capital de Vivendi. Vivendi était en fait le concentré de 2 groupes. Un premier groupe qui était la Générale des Eaux, groupe plus que centenaire, et sa fusion avec Havas au début des années 2000, qui a donné une reconversion complète sous la présidence de Jean-Marie Messier, qui a revendu l'ensemble de ses activités non médias et s'est beaucoup développé. Puis, il y a une douzaine d'années, l'endettement de Vivendi a entraîné le départ de Jean-Marie Messier et l'arrivée d'une équipe qui a géré l'endettement en le transformant en société financière. Lorsque nous sommes rentrés dans Vivendi, le groupe Bolloré, nous avions une idée assez simple, qui était au fond qu'à côté de la culture américaine, qui est assez maintenant marquée, invasive, diraient certains, en tout cas marquée, je dirais, Batman, Superman, enfin bref, de l'action, de la force, à côté de la culture asiatique, qui est sans doute un peu hermétique pour certains, la culture européenne avait sans doute une place à prendre dans les médias dans le monde. Et le développement de la digitalisation permet maintenant à un émetteur qui se trouve n'importe où dans le monde, grâce au digital, d'émettre des programmes partout. De la même façon qu'on se plaint en disant « mais les groupes Apple et les GAFA vont venir sur la France », eh bien les Français peuvent bien sûr aller à l'étranger puisqu'il suffit de rajouter un petit instrument derrière votre télévision et vous avez la télévision qui vient du monde entier sans n'avoir plus besoin, comme avant, de passer par des réseaux classiques. C'est ce pari que nous avons fait et sur un constat qui est qu'il n'y a pas aujourd'hui en France, ou qu'il n'y avait pas, il y a 2 ans en tout cas en France, un groupe qui avait envie de devenir le champion français de cette culture dans le monde. Quand vous regardez aujourd'hui le panorama des acteurs français,
Vous aviez le groupe Lagardère qui, pour des raisons financières, est limité dans ses expansions internationales. Le groupe TF1 qui a toujours choisi de rester en France et qui a revendu ses activités internationales comme Eurosport. Les chaînes publiques qui sont limitées par leur financement. Et puis, c'est tout, puisque le groupe de la 6 est contrôlé par l'allemand Bertelsmann. Donc, c'est ce constat à la fois la possibilité de développer la culture française à travers le monde, disons européenne ou latine, et le fait qu'il n'y avait pas de champion français. Nous sommes donc montés à 5% du capital en rajoutant à peu près 500 millions d'euros. Et j'ai été nommé au Conseil et le président précédent ainsi que l'ensemble du Conseil de surveillance nous ont proposé de prendre la présidence du Conseil de surveillance de Vivendi avec comme objectif de faire de Vivendi ce fameux groupe de contenu qu'on peut distribuer à travers le monde. Mon travail a consisté à nommer une équipe. Parce que finalement, dans la vie, vous posiez des questions tout à l'heure sur mon rôle. Mon rôle, c'est de fixer un cap, de nommer des équipes et de parler avec elles pour vérifier qu'elles sont bien toujours dans ce cap et puis de leur répondre quand elles ont des questions. Nous avons donc nommé une équipe autour de Vivendi, animée par Arnaud de Puyfontaine, qui nous fait l'amitié et l'honneur de venir aujourd'hui, qui est président du directoire. Il y a 4 autres membres du directoire, 3 Français et 1 Britannique, mais qui habitent en France depuis une vingtaine d'années. Et ce directoire, en lien avec le conseil de surveillance que je préside, a eu donc pour mission de transformer cette société financière en un groupe industriel intégré. La différence entre les deux, c'est qu'une société financière ne s'intéresse pas tellement à ce que fait industriellement ses filiales, mais s'intéresse aux dividendes qui remontent et les laisse indépendantes les unes des autres et les gère de façon séparée. Un peu comme le Royaume de France à l'époque où il y avait des régions extrêmement fortes avec des seigneurs à la tête des régions. Et puis un groupe industriel intégré fait l'inverse, c'est-à-dire que le groupe industriel intégré prend les différents éléments qui font partie du groupe et les fait travailler ensemble. Et dans Vivendi, l'exemple le plus frappant était la musique qui ne travaillait pas particulièrement avec les chaînes de télévision. C'était les chaînes cryptées qui ne travaillaient pas particulièrement avec les chaînes gratuites, etc., etc. Donc le travail a consisté à nommer des gens dans les différents endroits pour qu'ils travaillent ensemble. En fait, l'histoire de Canal+, qui est souvent résumée et synthétisée, laisse à penser que je suis arrivé dans Canal+, et les problèmes ont commencé. Malheureusement, les problèmes ont commencé bien avant et il suffit de regarder les différents documents qui l'attestent. Je ne suis pas donc la cause des problèmes de Canal, je suis la conséquence des problèmes de Canal et peut-être la solution. Quand je dis « je », c'est l'équipe de Vivendi. Quand l'équipe a été nommée à la tête de Vivendi, elle s'est d'abord occupée d'Universal Music parce que c'est le numéro 1 mondial de la musique et il faut savoir que dans les contenus aujourd'hui, le premier contenu dans le monde, c'est la musique. Et nous avons la chance d'avoir le numéro 1 mondial, qui représente 40% de la musique dans le monde. Les Beatles, les Stones, U2, les Beach Boys, Rihanna, Katy Perry, Justin Bieber, et plein d'autres, bien sûr, qui appartiennent à 100% à ce groupe français. Le deuxième pas a été évidemment de regarder Canal. Or, Canal, malheureusement, c'est un fait. On nous a présenté des résultats de l'exercice 2015 de moins 260 et quelques millions d'euros et un budget pour l'exercice 2016 qui était à moins 400 millions pour les chaînes Canal+. Alors là, il y a une petite confusion dans l'esprit des gens qui est de dire oui, mais le groupe Canal dans son ensemble gagne de l'argent. Certes, le groupe Canal gagne de l'argent. Vous avez, Jean-Christophe Thierry a apporté les fiches avec les derniers résultats des différentes entités pour les sénatrices et les sénateurs qui sont intéressés par regarder les chiffres. Vous avez d'abord une activité de cinéma qui est complètement indépendante de ce que fait Canal, qui fait à peu près 600 millions de chiffres d'affaires et 60 millions de résultats, 50 à 60 millions de résultats. Vous avez ensuite une activité internationale qui représente à peu près 2,5 milliards de chiffre d'affaires et qui fait à peu près 250 millions de résultats positifs. Vous avez ensuite CanalSat, qui fait à peu près 1,5 milliard de chiffre d'affaires et qui dégage entre 200 et 250 millions de résultats positifs. CanalSat achète des chaînes à l'extérieur, Eurosport, Lagardère, Disney et autres, et les revend à des abonnés. Et puis vous avez
les chaînes Canal+, celles dont vous avez parlé, Madame la Présidente, celles pour lesquelles nous sommes en effet avec une relation avec l'État, puisque nous avons des fréquences qui nous ont été accordées, et celles-ci perdent, je répète les chiffres, 268 millions ou 260 millions en 2015, et le budget qui a été présenté est de moins 400 en 2016. Et mécaniquement, le budget de 2017, puisque les droits sportifs qui ont déjà été signés en 2013 ou en 2014 sont déjà actés et sont payés obligatoirement, représenterait, si rien n'a été fait, plus de 460 millions négatifs de résultats. Donc malheureusement, ces chiffres sont des chiffres. Vivendi est un groupe coté, des commissaires aux comptes, etc. Enfin bref, c'est assez risible de voir des gens qui expliquent que le problème n'est pas là. Alors on peut dire en effet que la maison elle-même n'est pas tout à fait en perte, mais en tout cas la partie des pertes était en train d'augmenter de façon tellement importante que Vivendi était obligé d'intervenir et rapidement. Ces pertes correspondent non pas à des pertes comptables, ce ne sont pas des opérations du passé qui n'auraient pas été provisionnées, qui n'auraient pas entraîné de besoins en cash, ce sont des pertes qui entraînent des besoins en cash. C'est-à-dire que Vivendi avait la nécessité, l'actionnaire des chaînes de Canal+, de remettre de l'argent au pot pour couvrir ces pertes. Étant entendu que le groupe Canal dans son ensemble a déjà un peu plus d'1 milliard de dettes et il n'a pas les moyens, avec les résultats qu'il fait, de s'endetter davantage. Donc c'était une situation grave qui n'avait pas été révélée par l'équipe précédente pour une raison très louable, qui est de dire, ben voilà, chaque fois qu'on dit que Canal+ va pas bien, c'est pas bon pour l'image, donc c'est pas bon pour les abonnés, donc n'en parlons pas. Et puis, comme finalement Vivendi ne contrôlait pas en effet en détail ce qui se passait, eh bien la vie a continué pendant plusieurs années comme ça, puisque les pertes de Canal+ en France ont commencé dans les années 2011 ou 2012, c'est-à-dire au fond, où vous l'avez dit vous-même, Madame la Présidente, sont arrivés des concurrents puissants et importants. Donc nous sommes intervenus chez Canal, à la fois pour mettre fin à ces pertes, ce que doit faire toute entité sociale responsable, et aussi parce que comme Canal fait partie d'un ensemble, je vous l'ai dit, industriel, nous ne pouvions pas laisser une des pièces essentielles de notre stratégie, c'est-à-dire de la distribution gratuite et payante, et éventuellement de la création de contenu, quitter le groupe ou s'arrêter à l'intérieur du groupe. Donc il était nécessaire de le faire. Alors qu'avons-nous fait ? Il y a eu 0 plan social. Je rappelle que dans le groupe Canal, il y a 8000 personnes. Nous avons changé 21 dirigeants. Je peux vous le dire, dans des conditions financières extraordinairement agréables pour les différentes personnes. Nous avons changé ces dirigeants parce que nous avons pensé qu'il était nécessaire de mettre des dirigeants différents qui étaient capables d'aller reprendre un œil neuf, qui étaient capables de plus travailler ensemble. Bien évidemment, nous avons gardé certains dirigeants qui étaient là avant, et Maxime Sada, le directeur général, qui était, je crois, le numéro 3 ou le numéro 4, est aujourd'hui le numéro 1 ou 2, en tout cas le numéro 1 opérationnel du groupe dans Canal. Le directeur financier, qui est un Normandien nommé Grégoire Castin, est également là depuis, je crois, une douzaine d'années. Voilà, donc c'est lui qui donne les chiffres, et donc les chiffres que je donne sont les chiffres donnés par la direction de Canal. Donc, si vous voulez, le programme est assez simple. Vous vous retrouvez devant une société qui perd de l'argent. Cette société, il faut la redresser. Il faut le faire le plus vite possible parce que plus vous attendez, malheureusement, plus les trous se creusent. Et c'est ce que l'équipe qui a été nommée chez Canal est en train de faire. Je comprends tout à fait l'émotion quand tout d'un coup on croit que l'avion dans lequel on circule est en bonne forme et qu'il y a plein d'essence. On s'aperçoit qu'il n'y a plus beaucoup de kérosène et qu'il faut aller reprendre de l'essence. Je comprends l'émoi, mais je ne peux malheureusement pas, en tant que responsable, laisser passer la situation. Et comme toujours, puisque je vous l'ai dit, ça fait 35 ans que je dirige le groupe Bolloré. Le groupe Bolloré, je vous l'ai dit tout à l'heure, est passé de 1 euro de valeur, ou plutôt d'1 franc, à plus d'une dizaine de milliards de valeur, sans faire d'augmentation de capital. C'est parce que nous avons appliqué toujours les mêmes méthodes, qui est d'essayer de construire sur des axes stratégiques bien clairs, avec des équipes compétentes et qui travaillent ensemble.
Et c'est ce qui est fait aujourd'hui dans le groupe Vivendi par Arnaud de Puyfontaine et le directoire. Et c'est ce qui est fait dans le groupe Canal par Jean-Christophe Thierry, président du directoire, Maxime Sada et les différentes personnes qui font partie du directoire et du COMEX. Je ne suis là que, entre guillemets, pour prendre les coups, ce qui est assez utile pour les autres, parce que je tire la foudre sur moi, et surtout pour assurer une certaine continuité dans ce plan. Car comme vous le savez sans doute, le problème dans les entreprises, c'est quand vous avez des actionnaires financiers et qu'ils ne vous empêchent pas d'aller au bout de vos projets industriels. C'est ce qui est arrivé à Jean-Marie Messier. Personne ne peut dire s'il avait tort ou il avait raison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été arrêté avant de pouvoir le démontrer. C'est ce qui me serait arrivé dans les voitures électriques quand Bertrand Delanoë a décidé d'équiper Paris de voitures électriques. Tout le monde disait que c'était une folie. Je n'aurais pas contrôlé, grâce à mon groupe familial, cette division. J'aurais été jeté dehors, bien évidemment, avant. Pareil chez Havas, que nous avons repris à un moment où tout le monde expliquait que les créatifs allaient partir. Et finalement, Havas, aujourd'hui, est l'un des groupes les plus en forme du monde dans le domaine de la publicité. Et je crois qu'il va en être de même du groupe Canal. Et je pense que le travail qui est fait est un travail qui va permettre, bien évidemment, de redresser cette société. Ce que je sais, en tout cas, c'est que si on ne l'avait pas fait, c'est sûr que vous auriez un problème sur 8000 personnes et sur des résultats importants. J'ajoute que Vivendi, nous ne contrôlons que 15% du capital de Vivendi. Certes, 25% des droits de vote, mais que 15% du capital de Vivendi, et que l'essentiel de l'actionnariat de Vivendi est entre les mains de fonds, pour l'essentiel anglo-saxons, anglais, américains ou autres, et que ces fonds ne sont pas intéressés par ce qui se passe dans un pays par rapport à un autre. Ils sont intéressés par les résultats. Et Arnaud de Puyfontaine pourra vous en dire un mot tout à l'heure, l'ensemble des grands actionnaires, qui sont d'ailleurs les mêmes grands actionnaires que dans la plupart des groupes français, qui s'appellent Fidelity, Legal & General, etc., sont des groupes qui n'ont aucune envie d'aller remettre 400 millions par an. Donc, j'indique, je prétends, que non seulement il était nécessaire de faire cette diète, mais que celle-ci va porter ses fruits. Tout le monde sait d'ailleurs que le groupe Canal, intuitivement, était arrivé au bout de son modèle. Mais peu importe, je sers à nouveau à faire le paratonnerre, et c'est très bien, quand vous avez mon âge, d'être utilisé pour ça, c'est bien, ça permet aux équipes de travailler en tranquillité. Sur les chaînes gratuites de Canal, bien évidemment, nous avons un axe essentiel qui est le cinéma. Vous savez que nous finançons 500 millions par an de cinéma dans le groupe, dont pratiquement 200 millions sur le cinéma français, et nous produisons à peu près 200 films par an, des grands, des moyens et beaucoup de petits. Et le groupe Canal et moi-même, puisque j'ai été de la même façon que je suis auditionné aujourd'hui au Sénat, représentant l'actionnaire de référence, j'ai été auditionné par le monde du cinéma à plusieurs reprises, qui est venu déjeuner avec nous et qui revient d'ailleurs la semaine prochaine. Nous avons affirmé, Urbi et Orbi, ne varietur, que bien évidemment, nous souhaitions poursuivre le développement du cinéma français et même l'accentuer. Pourquoi ? Eh bien parce que ça rentre dans la stratégie que j'ai indiquée, qui est que nous pensons que notre force par rapport aux grands groupes américains, Disney, Time Warner, et demain ou aujourd'hui Facebook, Google et autres Amazon, ou Netflix, nous pensons que c'est cette carte qui est la carte essentielle. Les droits sportifs sont des droits importants, mais moins importants dans notre stratégie que le développement du cinéma. Ce cinéma, d'ailleurs, n'est pas limité au cinéma lui-même, puisque nous faisons des séries, et Canal est investi énormément dans des séries, et nous commençons maintenant, avec une nouvelle filiale appelée Studio Plus, le développement de mini-séries qui vont être notamment diffusées sur les compagnies de téléphone avec lesquelles nous sommes alliés, que ce soit des alliances purement commerciales ou techniques, ou que ce soit des alliances capitalistiques, comme nous l'avons avec Telefonica et avec Telecom Italia. En gros, vous l'avez compris, la politique de Vivendi, c'est donc de développer des contenus. Quels sont ces contenus ? Le premier des contenus dans le monde, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la musique. Nous avons, dans la musique, le numéro 1, nous sommes très heureux de cocher cette case. Le deuxième contenu dans le monde, en termes d'utilisation aujourd'hui, sont les jeux vidéo.
Malheureusement, Vivendi n'avait plus de jeux vidéo. Vivendi est revenu dans les jeux vidéo. Et nous avons annoncé vendredi avoir un peu plus de 95% d'une affaire française à laquelle nous croyons beaucoup, qui s'appelle Gameloft, et qui développe justement des jeux vidéo, notamment sur les mobiles. Le troisième contenu, c'est ce qu'on appelle le stock, c'est-à-dire les films, les séries, les mini-séries, tout ce qu'on peut passer et repasser. Donc là, nous sommes assez puissants grâce à Studio Canal en Europe. Nous ne sommes pas encore assez puissants dans le monde. Et Vivendi a pour objectif de faire des acquisitions ou des développements. Et les développements dans les mini-séries dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un développement à objectif mondial, va être évidemment fait. Et puis, le quatrième contenu, c'est ce qu'on appelle les flux, c'est-à-dire des émissions diverses, pour lesquelles, là encore, Canal a beaucoup d'expérience, mais pour lesquelles aussi nous nous sommes renforcés en rentrant dans le troisième groupe mondial, qui s'appelle Banijay Zodiac, le premier et le deuxième appartenant respectivement au groupe Murdoch et au groupe Bertelsmann. Donc nous sommes rentrés et nous avons aidé à constituer le troisième mondial. Cette construction patiente des contenus, puisque vous avez bien compris que nous n'arrivons pas dans un endroit où tout est déjà réuni, de la même façon que le groupe Bolloré dans les transports a construit l'un des premiers mondiaux, de la même façon que dans le stockage de l'électricité, nous sommes en train de construire ce que nous espérons un champion, on verra à l'autopsie. Nous sommes en train de participer, d'aider à participer à la construction d'un champion des médias à travers ces contenus. Mais il ne suffit pas d'avoir ces contenus, il faut aussi pouvoir les distribuer. Et c'est pour ça que Canal, à la fois dans ses chaînes gratuites et dans ses chaînes payantes, est un élément essentiel dans son activité française et dans son activité internationale, puisque nous avons une ambition mondiale. Donc, bien sûr, vous êtes intéressé, vous me l'avez dit tout à l'heure, par la partie qui correspond au 1,5 milliard de chiffre d'affaires, c'est-à-dire à un petit bout du groupe Canal, sur les 5 milliards de chiffre d'affaires de Canal. Mais bien évidemment, notre vocation, c'est de s'occuper de ces chaînes de télé, globalement, surtout avec le digital, qui permet, que je l'ai dit tout à l'heure, de passer en OTT un peu partout dans le monde. Nous pensons que les téléviseurs ne sont pas l'unique moyen de passage, c'est pour ça que nous sommes rentrés dans des plateformes et que nous avons repris et que nous sommes en train de redévelopper Dailymotion, qui est la deuxième ou la troisième plateforme du monde. C'est d'ailleurs la même équipe qui s'occupe des télés, qui s'occupe des plateformes. C'est pour ça que Maxime Saada, qui est ici, est aussi président de Dailymotion, de la même façon qu'il est présent partout dans l'ensemble du groupe sur les contenus, puisque tout ça fonctionne ensemble. Nous développons également un autre projet qui s'appelle Watch, qui n'a pas, enfin j'ai lu dans la presse qu'il se présentait en Allemagne, mais je ne sais pas où a été trouvée cette information, parce que moi en tout cas je ne l'ai pas, le directoire ne m'en a pas fait part, donc il vous dira tout à l'heure ce qu'il en est, puisque notre groupe étant lui-même à Ergué-Gabéric, c'est-à-dire en France depuis 195 ans, nous fêtons le 195e anniversaire le 17 février prochain, je ne vois pas bien pourquoi on commencerait à aller à l'étranger, mais à nouveau, le directoire, c'est lui qui décide, il ne m'en a pas parlé pour l'instant. À côté de ça, bien sûr, la télévision, les plateformes, il y a le téléphone. Et donc Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi, s'est longuement exprimé sur notre politique en matière de télécommunications. Nous n'avons pas vocation à devenir opérateur de télécommunications, où nous pensons d'ailleurs qu'il n'y a pas de synergie dans la taille, et puis que la taille, pour faire ça, serait inappropriée, et en tout cas irrecevable pour un groupe de notre taille. Mais nous pouvons passer des accords, ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec un certain nombre de partenaires. Nous passerons sûrement d'ailleurs des accords avec des partenaires français dans les temps qui viennent. Et puis enfin, vous avez le physique, et j'en ai terminé, ne vous inquiétez pas, le physique, c'est pour ça que nous sommes rentrés dans la FNAC. Nous ne sommes pas rentrés dans la FNAC pour simplement dire qu'on est rentré dans la FNAC, mais parce que cette compagnie dispose d'un grand nombre de points de vente et que nous avons, par notre investissement, qui est de 159 millions d'euros, aidé la FNAC à devenir un champion face à un Britannique, je crois, en reprenant le contrôle de Darty et en développant un ensemble de distribution qui est présent aujourd'hui dans un certain nombre d'endroits, mais qui pourrait être présent également là où Vivendi a décidé de se développer en priorité, c'est-à-dire sur un axe qui part de la France et qui descend vers l'Italie, vers l'Espagne et vers l'Afrique. Ça n'empêche pas d'être en Asie, nous sommes au Vietnam, nous sommes en train de regarder des investissements également en Asie, mais sachez que nous nous développons beaucoup sur cet axe et nous nous développons aussi dans des salles de cinéma.
C'est ce qui a été fait avec Canal Olympia, puisque nous avons la chance dans le groupe, dans l'héritage de Jean-Marie Messier, de trouver des très belles salles, comme l'Olympia, qui est la première salle française, Abbey Road, une des premières salles en Angleterre, Capitol, une des premières salles de Los Angeles, et donc un ensemble d'endroits où nous pouvons repérer des talents, développer des talents, leur permettre de se présenter, et ensuite, s'ils ont du talent et qu'ils peuvent le faire en live, ensuite de passer dans des télévisions, puis sur des plateformes, puis sur des telcos. Voilà en gros, Madame la Présidente, l'objectif, mon rôle, le rôle de l'équipe. Je suis toujours très flatté quand on explique que c'est moi qui fais tout, dans les voitures électriques, dans le transport, partout, voilà, en Afrique. Mais je ne suis pas un surhomme, je suis un monsieur qui est dans sa 65e année, qui a hérité d'un groupe, puisque j'en suis la 6e génération, qui s'efforce de préparer la 7e, qui est déjà heureusement très présente à l'intérieur du groupe, ce qui permet d'avoir des politiques à long terme. Et l'objectif que je poursuis dans le groupe Vivendi et dans Canal en particulier, c'est de remettre ce groupe en ordre de marche pour qu'il devienne un champion français de notre culture. Je ne suis évidemment pas un enfant de 4 ans, je lis tout ce qui est écrit avec toujours beaucoup d'intérêt, parce que quand vous lisez des choses désagréables, il y a toujours des trucs intéressants à prendre. Vous savez, je viens de l'Ouest, là où l'huître sous le citron bouge. Enfin, l'huître reste l'huître, comme vous savez. Donc nous avançons avec détermination. Je vous dirai simplement en conclusion que je crois que quand je suis arrivé à la conclusion avec les équipes du directoire de Vivendi qu'il fallait malheureusement intervenir assez rapidement chez Canal. Vous savez, souvent les politiques disent mais il faut faire tout dans les 100 premiers jours, etc. Puis quand les autres le font, ils disent mais attendez, c'est épouvantable, c'est très violent, c'est affreux. Quand nous sommes arrivés à cette conclusion qu'il fallait intervenir, parce que malheureusement la diète était nécessaire, les gens ont été effrayés parce qu'ils ne le savaient pas. Voilà. Eh bien, j'ai la joie ou la tristesse, ça dépend les uns et les autres, de vous dire que je pense que, en réalité, Canal est redressé. C'est-à-dire que je pense que le cap qui est aujourd'hui suivi, que les équipes qui sont en place, et quand je les vois travailler ensemble, et voir le travail qu'elles abattent, et quand je vous décris cet ensemble avec à la fois des contenus, des moyens de distribution et la capacité de travailler ensemble, je pense que sous la terre, les observateurs extérieurs ne le voient pas, comme quand vous avez retiré les cailloux et les racines, quand vous avez bêché, mis des engrais et des graines, et qu'il y a l'eau qu'il faut et le soleil qu'il faut, c'est-à-dire au fond l'association humaine, eh bien les choses vont pousser à un moment. Eh bien, je crois que c'est pareil sur Canal, et je pense que de la même façon que les gens sont inquiétés trop tard, je pense qu'ils s'inquiètent ou ils ne se réjouissent pas encore, mais que les résultats seront assez visibles assez rapidement. En tout cas, c'est ce que j'espère. Bien, merci Monsieur le Président d'avoir resitué dans vos propos introductifs l'audition dans un cadre plus large qui est l'action du groupe Vivendi et les différentes activités du groupe. Il reste quelques questions que j'avais posées, mais on y reviendra tout à l'heure. Je vais d'abord laisser la parole à mes collègues rapporteurs, en commençant par Jean-Pierre Leleux, qui est rapporteur de la mission Médias. Bien, je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci de cet exposé dont émane une volonté particulière dans les situations de crise d'opter pour le développement et non pas pour le repli sur soi. Ça se sent. Et donc, ceci n'est pas pour nous déplaire dans le contexte compliqué dans lequel notre pays et l'Europe se trouvent. Vous avez balayé un certain nombre de sujets. Je souhaiterais revenir sur certains d'entre eux pour avoir un petit peu plus de détails, voire en évoquer un ou deux autres que vous n'avez pas cités. Le premier sujet concerne évidemment la concentration sur laquelle tout le monde se pose des questions, concentration à la fois verticale et horizontale, que Madame la Présidente a évoquée dans son propos liminaire.
Donc je souhaiterais que vous nous précisiez votre stratégie en matière de production audiovisuelle. Vous avez cité votre prise de participation dans la société de production Banijé. Dans quelle mesure souhaitez-vous développer la production dépendante ? Quelles sont vos ambitions en matière de production en France, en Europe et aux États-Unis? Vous le savez, il y a eu des négociations dans les mois passés à la fois entre France Télévisions et le monde de la production, entre TF1 et le même monde de la production, pour faire bouger les parts dépendantes. Il y a eu donc des accords. Où en est votre position sur cette négociation pour faire bouger les parts de production dépendantes avec le monde de la production audiovisuelle? Deuxième sujet, toujours sur la concentration, mais plutôt verticale celle-ci, horizontale celle-ci. On s'aperçoit qu'un groupe est en train de se constituer autour de SFR, qui est une ancienne filiale de Vivendi. Est-ce que vous croyez à cette convergence des contenus et au rapprochement capitalistique des diffuseurs de programmes et des groupes de télécommunications? Est-ce que Vivendi pourrait, donc vous avez dit que c'était votre ambition, être un acteur de ces rapprochements en France et en Europe? Troisième sujet, c'est celui qui a un peu fait polémique dans ces derniers temps. Vous savez, nous sortons d'un grand débat à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat sur le sujet de l'indépendance des médias et de la déontologie des journalistes. Bon, vous êtes au cœur des polémiques qui ont pu se développer sur plusieurs sujets, sur l'intervention de la direction et des composants capitalistiques sur les rédactions et les émissions qui ont pu être diffusées. Je pense qu'on ne peut pas éluder le sujet et votre position est importante devant la représentation nationale sur ces sujets. Parmi les thèmes qui ont pu être développés, il y en a deux qui m'intéressent davantage, parce qu'on n'est pas là pour faire la justice, mais c'est pour savoir quelles sont les perspectives d'avenir que vous donnez et que vous allez donner dans ces rapports entre le pouvoir capitalistique qui est le vôtre et celui qui nous est cher aussi de l'indépendance de diffusion et de la séparation entre une information objective et ce qui pourrait subir des influences. Il y a eu le premier cas qui a évidemment fait couler beaucoup d'encre, qui était cette déprogrammation d'une émission sur le Crédit Mutuel. À la suite de ça, vous avez été reçu par le CSA pour faire le point et pour prendre des engagements. Quels sont les engagements que vous avez pris et que vous poursuivez en termes d'application pour garantir à vos journalistes, à vos directeurs d'émission, la neutralité, la non-intervention d'un certain nombre d'autres intérêts que vous pourriez détenir dans votre groupe et qui pourraient altérer la perception du téléspectateur sur l'objectivité de l'émission. Le deuxième sujet qui nous a interpellés, c'est une publicité au fond déguisée au travers de publi-reportages qui sont présentés comme des documentaires. Est-ce que là, vous ne pensez pas qu'il y a des mesures à prendre pour que le téléspectateur y voit clair sur la différence qu'il pourrait y avoir entre un publi-reportage, c'est-à-dire une émission qui serait en partie financée par un sponsor, et un documentaire qui serait composé de perceptions indépendantes. Voilà ces sujets qui quand même intéressent notre commission. Je l'évoque ici devant vous parce que dans les couloirs on en parle, donc autant qu'on en parle totalement directement et que vous nous précisiez votre vision des choses. Le dernier point sera très rapide, il concerne le travail que vous effectuez pour lancer une plateforme SVOD d'ampleur européenne
qui pourrait devenir concurrente de Netflix. Quelles sont les caractéristiques du projet en l'état de son instruction? Et vous l'avez évoqué en la démentant, mais c'est vrai que des rumeurs ont évoqué sa localisation en Allemagne. Vous venez de le démentir, donc ma question ne se pose plus. Mais des précisions sur votre projet de grande plateforme SVOD européenne qui pourrait devenir champion mondial comme l'indique votre ambition, quel est son stade et quelles sont les perspectives qui sont les siennes. Voilà, Monsieur le Président, j'ai été un petit peu long, mais 4 petites questions que j'aimerais que vous éclairiez. Monsieur le Président, vous souhaitez répondre tout de suite, vous me faites savoir. Parce que je ne vais pas me souvenir de toutes les questions les unes après les autres. Alors d'abord, on va commencer par la dernière, si vous voulez bien. Je laisserai d'ailleurs Maxime Saada répondre, parce que c'est lui qui est le directeur général et le patron des antennes, c'est lui qui peut répondre sur tout ça. Je vais vous dire, je pense que les gens ont crié au loup sur des histoires qui n'en sont pas. Ils ont crié au loup parce que ce qui les embête, c'est de faire la diète. Qu'est-ce qui fait que ma popularité n'est pas très élevée chez Canal, même si on n'a touché que 21 personnes sur 8000, qui a eu 0 plan social, ce qu'aurait fait n'importe qui en arrivant dans un groupe comme celui-ci avec les pertes qu'il dégageait. C'est parce que simplement on a réduit les habitudes, les trains de vie. Vous savez qu'il y a eu une grosse polémique sur Cannes. Je vous assure que nos abonnés à Cannes ont trouvé que c'était plutôt mieux que les autres années. Il y a eu des polémiques sur les Césars. Je crois que les émissions sur les Césars ont été plutôt mieux que les autres années. Le dernier championnat F1, il y avait, au lieu d'avoir 28 personnes, il y en avait 7. Nous suivons avec intérêt ce que disent les abonnés. Et franchement, bon. Alors c'est plus facile. Il y a un proverbe qui dit qu'il veut noyer son chien prétend qu'il a la rage. Moi, le documentaire sur le Crédit Mutuel, je ne l'ai jamais vu. Et les histoires de publi-reportage dont vous parlez, monsieur le rapporteur, franchement, je ne sais pas de quoi il s'agit. Personne ne me les a rapportés, mais je laisserai le directeur général, puisque moi-même, de toute façon, je n'ai pas le pouvoir physique ou moral d'aller demander à qui que ce soit d'aller retirer quoi que ce soit. Je suis obligé de passer par la voie hiérarchique, comme on dit. Je ne peux pas me présenter dans une régie en disant supprimer ceci. Donc je pense que tout cela, ce sont des blagues qui ont été mises en avant pour éviter la diète, parce que c'est pas agréable quand on a été un groupe tout puissant, qu'on faisait beaucoup d'entre-soi, de se retrouver tout d'un coup, en effet, comme les autres, à faire un peu attention à ce qu'on dépense. Sur le début des questions, vous avez d'abord un problème numéro 1 qui est, est-ce que vous voulez un champion national ou est-ce que vous voulez pas un champion national? Alors ça, les parlementaires ont à se prononcer là-dessus. Si vous voulez en effet qu'il n'y ait pas de champion national, c'est relativement facile. Vous mettez des mesures anti-concentration et vous aurez ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire aucun groupe français qui n'essaye de porter la culture française à l'extérieur, et donc mourront petit à petit tous ceux qui sont dans ce secteur. C'est exactement ce qui va arriver, mais peut-être je laisserai, si vous le voulez bien, Arnaud de Puyfontaine parler de tout ça, puisqu'il a été recruté pour diriger ce groupe, parce que sa connaissance des médias internationaux est importante. En ce qui concerne le fait qu'on puisse mettre à l'antenne des éléments qui appartiennent au groupe, c'est pour moi, pardonnez-moi, monsieur le rapporteur, un débat surréaliste. C'est comme si on disait au groupe Disney, vous n'avez pas le droit d'aller mettre dans les parcs d'attractions la souris Mickey parce qu'elle vous appartient. Et ne faites pas un film sur Blanche-Neige que vous passez sur vos... Enfin, dans tous les groupes modernes aujourd'hui qui essayent de se développer, on parle des synergies et des développements industriels. De dire, attendez, parce qu'on est dans tel endroit, il ne faut pas y aller parce que c'est déjà chez vous, c'est quelque chose pour moi qui est, je vous assure, fantomatique. Il faut aller en Afrique parce que c'est un continent dans lequel il va y avoir 2 milliards d'habitants, dont une grande partie parle français. Nous y avons des bases fortes. Ce serait une folie de dire qu'il faut que Vivendi n'y aille pas parce que nous y sommes. Ce serait une folie de dire qu'il ne faut pas passer les articles Universal parce que ça fait partie des contenus qui sont chez nous. Ce serait une folie de dire qu'on ne va pas développer Gameloft parce que ça fait partie de ceci, ou qu'on ne puisse pas travailler avec Havas. C'est l'inverse. Et toutes les thèses qui sont racontées là-dessus sont à nouveau, franchement, pas réalistes et pas souhaitables. Peut-être tu veux parler Maxime, un peu de tout ce qu'on a évoqué, et puis si vous le voulez bien, monsieur le rapporteur et madame la présidente, on pourra demander à Arnaud de Puyfontaine de répondre à ces différentes questions. Je finis simplement sur SFR et la question que vous avez posée pour vous dire que
il est évident que le lien entre les contenus et les tuyaux est en train de se faire partout dans le monde. Voilà. Est-ce que Patrick Drahi réussira à le faire? Je ne sais pas, tant mieux, je lui souhaite et je nous le souhaite. Mais en tout cas, partout dans le monde, les gens sont en train de se rapprocher. Moi, je vous l'ai dit, en ce qui me concerne, mais ce n'est pas moi qui dirige le groupe, en tant qu'actionnaire de référence et président du conseil de surveillance, je pense qu'il n'est pas souhaitable de faire à la fois le téléphone et les contenus, parce que je crois que c'est quasiment impossible. Et il vaut mieux faire les contenus avec des accords sur mesure dans le téléphone, ce que vous racontera Arnaud de Puyfontaine tout à l'heure, s'il le veut bien, plutôt que d'essayer de faire d'abord le téléphone et ensuite les contenus. Je pense que c'est très difficile, que c'est très coûteux et que c'est plus simple de faire ce qu'on fait. Mais en tout cas, bien évidemment que la convergence est en train d'arriver. Et la concurrence ne fait que commencer. Vous allez voir arriver les GAFA, qui sont des groupes qui représentent à peu près, pour vous donner à peu près des tailles, la 6, c'est 1 milliard de valeur en bourse, TF1, c'est 2 milliards de valeur en bourse, Lagardère, c'est 3 milliards de valeur en bourse, Vivendi, c'est 25 milliards de valeur en bourse, mais les GAFA, c'est 500 milliards de valeur en bourse. Donc c'est comme les invasions dans les années 400 et bien après, il y a eu des vagues. Et malheureusement, les vagues qui viennent après sont généralement des gens encore plus forts. Donc vous allez voir arriver, hors tout contrôle, parce qu'ils vont arriver par des moyens non hertziens, des concurrents qui sont déjà là. Netflix, 6 milliards d'euros d'investissement dans les contenus cette année. Amazon est en train de faire des choses considérables. Qui sont des groupes puissants, contrôlés par des gens qui, avec des multiples droits de vote, avec quelques pourcents du capital, contrôlent 95%, sont des gens jeunes, sont des gens agiles, sont des gens puissants, sont des gens qui viennent de la technologie. Et donc, si vous voulez un champion français, voire européen, vous avez intérêt quand même, enfin si je peux me permettre, à plutôt essayer de favoriser que essayer de ne pas le favoriser. Parce que de toute façon, je ne sais pas qui ça sera, mais en tout cas, la concurrence va être extraordinairement rude. Si vous le voulez bien, je vais demander, Madame la Présidente, si vous m'autorisez, Maxime Saada sur les programmes et le reste, et Arnaud sur les développements. Merci. Merci Madame la Présidente, merci Vincent. Sur les programmes, ça fait... donc moi je suis arrivé chez Canal, je suis dans ma 14e année. Je m'occupe des programmes de Canal+, des chaînes Canal+, depuis un peu plus de 3 ans. J'ai succédé à Rodolphe Belmer dans ce rôle. Ça fait 1 an que je travaille très directement avec Vincent Bolloré et Jean-Christophe Thierry et l'équipe. Il n'y a jamais eu la moindre intervention, quelle qu'elle soit, de la part de Jean-Christophe, de Vincent Bolloré, du directoire du Vivendi, sur un programme, quel qu'il soit dans la galaxie des chaînes Canal+. Que ce soit les chaînes d'information, les chaînes payantes ou les chaînes gratuites. Voilà, ça c'est très clair. L'histoire du Crédit Mutuel, elle date d'ailleurs... elle précède l'arrivée de Vincent Bolloré chez Canal. On a créé, à la demande de Rodolphe Belmer, un comité d'investigation il y a un peu plus de 3 ans, qui se réunit sur une base à peu près mensuelle, que je préside donc depuis 3 ans, et qui examine tous les dossiers d'investigation, tous les reportages possibles, les documentaires possibles d'investigation. On avait validé le Crédit Mutuel. J'ai été appelé à un moment donné par la société qui produisait le doc, et qui d'ailleurs produisait aussi le Grand Journal, à noter, pour me dire que nous ne serions pas livrés dans les temps de ce documentaire. Entre-temps, le documentaire qui était coproduit, entre guillemets, par cette société qui s'appelait KM à l'époque, et Mediapart, a été révélé par Mediapart. J'attendais la diffusion de ce programme qui ne m'était pas livré, et à un moment, j'ai jugé tout seul que je n'étais plus intéressé par ce documentaire que nous avions financé, parce que les informations étaient sorties. Ce qui nous intéresse quand on fait un documentaire d'investigation, enfin surtout ce qui intéresse nos abonnés, c'est quand il y a des révélations. Quand ces révélations sont sorties, ça ne nous intéresse plus. Voilà. Le comité, il n'a jamais changé de fonctionnement. Et d'ailleurs, les personnes qui ont mis en doute ce processus ne participent pas à ce comité. Aucune des personnes qui ont été citées sur ce sujet ne participe à ce comité. On a toujours eu le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on regarde, on nous propose des projets, soit on les accepte parce qu'on considère qu'ils sont intéressants, soit on les rejette parce qu'on considère qu'ils ne sont pas intéressants, c'est-à-dire pas de révélation, voilà. Soit on a des doutes,
Et parmi les doutes, on peut avoir, est-ce qu'il va y avoir des informations nouvelles? Est-ce qu'on va avoir accès aux personnes clés dans ce dossier, etc., etc. Rien n'a changé. Nous avons lancé un certain nombre d'investigations qui nous ont créé des difficultés d'ailleurs, y compris depuis l'arrivée de Vincent Bolloré chez Canal, en Côte d'Ivoire. Moi, je me suis fait personnellement, parce que je vous rappelle que je suis directeur de la publication et donc responsable pénalement de ce qui diffusait sur les antennes de Canal, attaqué par H&M, par exemple, qui est un annonceur comme un autre, qui n'a pas aimé un documentaire qu'on a diffusé, mais personne ne cite ces exemples. En revanche, on a cité un exemple d'une investigation que j'avais refusée sur YouTube. Un mois après que le directeur de Vivendi et Vincent Bolloré me nomment président de Dailymotion, on vient me proposer une enquête sur YouTube, qui est le principal concurrent de Dailymotion. Donc là, oui, je refuse de lancer une investigation sur YouTube. Je ne crois pas qu'il y ait une chaîne dans le PAF aujourd'hui qui se moque sur une base quasi quotidienne de ses dirigeants comme Canal. Et donc qu'on doute ici ou ailleurs de la liberté éditoriale des équipes de Canal, que ce soit CNews, donc anciennement iTélé, renommé CNews, dont les journalistes nous ont dit eux-mêmes qu'ils étaient libres, presque parfois trop libres. Quand on voit Les Guignols, Groland, toutes les émissions de Canal qui raillent la direction ou autres, ou les hommes politiques dont vous êtes parfois vous-même les victimes, je m'étonne qu'on questionne encore la liberté éditoriale de Canal, dont on considère en effet que c'est un élément clé, à la fois pour d'abord nos abonnés, puisque c'est le sujet premier qui nous intéresse, c'est pas simplement par conviction personnelle, et par ailleurs dont on a la capacité, qu'on a la capacité d'assumer, parce que Canal+ ne dépend pas de ses revenus publicitaires, contrairement à d'autres chaînes, hertziennes notamment. Nous, le seul sujet qui nous intéresse, c'est la valeur qui est proposée à nos abonnés et qui est procurée à nos abonnés. Voilà. Donc je crois que j'ai été assez clair sur le sujet. Je suis à 10 mètres à peu près du bureau de Vincent Bolloré 4 jours par semaine. Il ne m'a jamais fait aucune demande, ni lui ni Jean-Christophe d'ailleurs, qui est de l'autre côté, sur un programme quel qu'il soit, d'information ou quelque nature que ce soit. Nous n'avons jamais eu ce type de discussion. Voilà. Simplement peut-être revenir sur les synergies. Je voulais donner quelques exemples, si tu me le permets, pour expliquer pourquoi est-ce que aujourd'hui Canal en fait peut se développer grâce à Vivendi. On a des exemples assez concrets maintenant de ce qu'on appelle les synergies, qui peuvent être parfois une réalité un peu intangible, mais dont j'ai pu tester l'efficacité ces derniers mois, notamment sur 2 appels d'offres auxquels nous avons été soumis, qui sont le droit de diffuser en exclusivité les cérémonies du Festival de Cannes et les droits de rugby du Top 14, qui est la compétition première en France dans ce sport majeur pour nous. Dans les 2 cas, nous avons remporté ces appels d'offres, nous le pensons, et nous en avons la conviction, et d'ailleurs cela nous a été confirmé par les ayants droit, parce que nous avions une proposition globale, qu'elle est bien au-delà des chaînes Canal+. De la capacité que nous avons de porter le Festival de Cannes à l'international, puisqu'il représente tout ce que Vincent Bolloré a évoqué, c'est-à-dire c'est le plus grand festival de cinéma du monde, donc évidemment il est aligné avec les intérêts de Vivendi et de Canal+, et le rôle que peut jouer Dailymotion, qui a 400 millions de visiteurs par mois sur une base mondiale, dont 25 millions par exemple aux États-Unis, est absolument clé pour ses ayants droit aujourd'hui. Le rôle que nous pouvons jouer pour diffuser cette culture grâce à une plateforme comme Dailymotion est essentiel. De la même façon, Universal Music et le pouvoir d'attraction que peut représenter certains artistes universels, y compris français parfois, puisqu'on a des succès phénoménaux à l'international comme Kenji ou Luan aussi qui font partie des équipes Universal. Quand il s'agit par exemple, dans quelques jours, nous allons avoir la diffusion de la finale du Top 14 qui est à Barcelone. C'est la première fois que la finale du Top 14 s'expatrie pour des raisons simples, c'est qu'il n'y a plus de stade disponible en France à cause de l'euro. Et il y avait un enjeu qui était pour le rugby, pour la première fois de réunir 92 000 spectateurs sur un match de rugby Top 14 en Espagne. Alors le rugby est un sport très populaire et qui connaît énormément une croissance de sa popularité. Néanmoins, nous n'aurions certainement pas réussi à remplir le stade aussi facilement sans l'apport d'artistes universels, en l'occurrence Bob Sinclair, qui nous a permis très vite de remplir le stade jusqu'à sa capacité entière. Voilà, je voulais donner des exemples concrets de synergie. Je voudrais aussi revenir deux secondes sur la stratégie de production audiovisuelle. Il y a des optimisations économiques qui peuvent guider des choix d'intégration. Banijay produit l'émission la plus populaire des chaînes Canal+, qui est Touche pas à mon poste. Et donc il était, dans la mesure où nous travaillons énormément avec eux, assez logique de se rapprocher.
De la même façon que les Flab, qui est une société que nous avons intégrée, produisait le Grand Journal, le Tube, le Canal Football Club, qui est aujourd'hui l'émission la plus populaire de Canal+. C'est intéressant. Il y a un élément aussi très important dans ce jeu mondial, qui est la propriété des droits. Nous ne disposons aujourd'hui que de très peu de droits, en réalité, par rapport à la contribution que nous avons à la création. Il ne s'agit pas du tout pour Canal+, ou pour Vivendi, de chercher à produire tout ce qu'elle diffuse, tout ce que ces chaînes ou ces plateformes diffusent. Ça, c'est évidemment, ça n'aurait aucun sens. Nous voulons d'abord, comme le soulignait Vincent Bolloré, favoriser le développement de projets qui viennent de toutes parts, de toutes les sociétés de production. Nous travaillons avec plus de 60 sociétés de production dans le cinéma français. Et il est très important pour nous de recueillir et diffuser les meilleurs projets possibles, qu'ils viennent ou non de Canal+. Mais néanmoins, nous avons un enjeu qui est, si nous devons développer le groupe, et comme vous l'a expliqué Vincent Bolloré, c'est une nécessité de se développer à l'international aujourd'hui pour faire face à ces concurrents mondiaux. Nous avons besoin d'être capables d'exporter aussi des programmes à haute valeur ajoutée culturelle et d'en détenir au moins une partie pour être capable de les exporter. Voilà, c'est ça l'enjeu, c'est comment on fait face à ces acteurs mondiaux. Aujourd'hui, là où nous contribuons, où nous finançons une série qui s'appelle Versailles et qui coûte à peu près 30 millions d'euros, nous n'avons aucun droit sur Versailles, nous n'avons aucunement la capacité de favoriser son développement à l'international. Dans le même temps, on a Netflix qui va être capable de diffuser et d'avoir les droits d'une série comme Marseille et de la diffuser partout à travers le monde, sur ces 160 localisations. Ça, c'est un des enjeux que nous avons. Je donne la parole immédiatement, successivement à Madame Lepage et Monsieur Assouline, aux deux autres rapporteurs. Et bien entendu, après l'ensemble des groupes, Madame Blandin. Oui, merci Madame la Présidente. Comme mon collègue, Monsieur le Président, je vous remercie et de votre présence et de votre présentation. Comme l'a indiqué la Présidente Catherine Morin-Desailly, nous sommes dans cette commission attentifs à l'évolution du panorama audiovisuel en France, mais aussi à celle de notre audiovisuel extérieur. Nous sommes également attachés à la place de la francophonie, à la défense de la francophonie, et j'aimerais vous poser une question sur chacun de ces deux axes. Canal+ finance la création francophone, mais aussi de plus en plus anglophone. Je pense par exemple à la série Versailles qui a été tournée en anglais. Nous pouvons nous inquiéter qu'internationalisation rime avec standardisation. Pouvez-vous nous rassurer sur le fait que Canal+ continuera à défendre la francophonie et la diversité du patrimoine culturel européen, notamment ses langues, dans les pays où le groupe compte se développer? Ensuite, l'Afrique, où vous avez de nombreuses activités, apparaît une priorité du développement de Canal+. Pouvez-vous nous présenter votre stratégie? Quelles sont les relations avec TV5 Monde et France Média Monde qui sont très actifs sur ce continent? Je vous remercie. Merci Madame Lepage. Je vais donner la parole, si vous le voulez bien, à Monsieur Assouline. Allez-y, Monsieur Assouline. Merci Madame la Présidente. Monsieur Bolloré aussi, je vous remercie d'avoir accepté cette audition. Elle est très attendue parce que vous jouez un rôle majeur sur le plan économique et industriel et vous avez décidé de vous investir dans le domaine des médias et de la culture. Alors c'est là que mes interrogations vont porter. J'espère que je vais contribuer au fait que ceux qui disent, en s'amusant, que le Sénat ne sert à rien, faire que par mes questions, et vous allez m'y aider, j'espère, ils servent à quelque chose, en tous les cas, à éclairer de façon précise toutes les interrogations qui ont lieu. Vous savez, ici, on a toujours pensé que le monde de l'audiovisuel français souffre d'un mal, c'est qu'il n'a pas de grand groupe de médias spécifiquement de médias, comme nos partenaires européens. Ce sont des groupes de BTP, vous-même, etc., qui, à un moment donné, s'intéressaient aux médias. Ça crée des confusions, de la concentration et des possibilités de confusion en tous les cas. Alors certains disent c'est obligatoire, on peut dire pas forcément si l'on cerne bien
les frontières et si le domaine de l'information, comme le domaine de la création, l'exception culturelle, ne souffre pas d'intérêts autres financiers qui viendraient altérer le niveau de cette information ou considérer la culture ou la création comme une simple marchandise alors que nous sommes au pays de l'exception culturelle. Or, ces craintes, depuis que vous êtes investi et depuis, on va dire, l'été dernier, eh bien, apparaissent se matérialiser. Vous dites que tout cela est mensonge, en gros. Mais les faits sont là. Il y a un reportage validé, y compris par vos équipes juridiques, sur le Crédit Mutuel, qui a des intérêts avec le groupe Vivendi, c'est bon. Et puis, il est déprogrammé. Alors, c'est parce que l'info serait sortie avant. Mais enfin, concrètement, ça ne suffit pas comme explication. Les faits, c'est qu'il est déprogrammé et qu'il y a cette idée qu'on peut entendre. Mais nous, on ne peut pas l'entendre dans le domaine de notre combat d'intérêt général pour la liberté de l'information, qui est que pourquoi viendrait-on attaquer, encourager la critique de clients ou alors de partenaires financiers? Voilà, c'est cette confusion congénitale d'un système audiovisuel français qui le permet. Alors, on met les garde-fous et en général, on demande aux actionnaires de ne pas intervenir sur les contenus d'information, c'est un métier, le journalisme, et puis que les obligations de création qui ont été mises en place, notamment le cinéma, puissent être respectées. Dans ce domaine, sur le cinéma, je voulais vous dire que, bien entendu, c'est le poumon du cinéma français, Canal+. Et que l'inquiétude est là, est-ce que, puisqu'il y a des changements, on va maintenir ce niveau d'investissement qui est tout à l'honneur de la société que vous dirigez et qui est un fleuron. Donc, vous nous rassurez et en même temps, on se dit que, voilà, vous aviez à chaque fois dit que l'investissement dans le cinéma et le sport était l'équilibre qui permettait, y compris au cinéma, de pouvoir continuer à bénéficier d'un tel investissement. Or, votre projet avec Beansport n'a pas pu se faire et on s'interroge, est-ce qu'il va y avoir des conséquences sur le cinéma? Est-ce que, indépendamment du budget, j'ai lu dans le Figaro que vous vous interrogiez sur changer les obligations, notamment dans 3 domaines. Vous concentrez sur des gros budgets, les films à gros budget. Est-ce que ça sera au détriment de la diversité? Ça c'est dans les accords et les conventions avec le monde du cinéma et le CSA. Vous voulez coproduire les films et avoir une prime au succès, d'une certaine façon, les films à succès dans les salles et moduler vos investissements en fonction aussi de cela. Ça dérogerait aux accords existants. Donc, est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est dans l'air, que vous voulez renégocier les accords de 2015 et à quel niveau d'investissement vous comptez rester? Je veux conclure par quoi j'ai commencé sur les inquiétudes. Il y avait le Crédit Mutuel. Il y a France Télévisions qui a décidé de diffuser ce reportage, cette enquête. Depuis, vous auriez, moi je prends les précautions, déclaré que un journaliste de France Télévisions aurait soudoyé, acheté un jeune Africain de 14 ans pour qu'il témoigne à charge contre une société dans laquelle vous êtes actionnaire au Cameroun. C'est grave comme accusation, parce que c'est le service public, et nous on a besoin d'être informés, et vous auriez dépêché des huissiers. De l'autre côté, je lis dans le Canard enchaîné que cet enfant aurait été pris dans une voiture, c'est grave, pour le contraindre d'une certaine façon, moyennant
Finances a témoigné qu'il avait été soudoyé par un journaliste de France Télévisions. Bon, vous pouvez me dire tout ça, c'est n'importe quoi, mais on a besoin de votre bouche, d'entendre les démentis. Et puis, il y a la dernière chose, c'est iTélé. Vous avez déclaré devant la rédaction d'iTélé quelque chose de très encourageant, c'est qu'en 35 ans, vous faites souvent référence à ce qui a fait votre succès, vous n'avez jamais cherché à réduire, à taper dans les coups quand il fallait développer une société ou la redresser, mais à investir. Or, au comité d'entreprise d'iTélé hier, on a annoncé la suppression de 50 CDD, je crois. C'est mes informations. Là encore, je mets les conditionnels, j'y suis pas dedans. Mais c'est pas rien. C'est la destruction d'une rédaction quand c'est à ce niveau. Et donc, grande interrogation encore, qui vient s'accompagner de ce qu'a dit M. Lelay tout à l'heure sur ces questions de publi rédactionnel, c'est-à-dire que des consignes auraient été données à des journalistes d'iTélé de faire carrément des publi-reportages. Confusion entre journalisme et communication et publicité. Voilà. Donc, moi, je mets tout sur la table. Je sais que vous êtes un homme qui est connu, qui est connu pour assumer, pour dire les choses nettement et franchement. J'ai toujours pensé que dans l'enceinte parlementaire, nous servons à ce que le débat soit contradictoire et clair et assumé dans l'espace public, que c'est mieux que les rumeurs, etc. Mais en même temps, on a aussi besoin, quand les choses sont sur la place publique, d'avoir des explications précises qui nous permettent de nous forger une opinion. J'ai essayé d'être relativement précis et de vous dire vraiment que je n'avais pas entendu, moi, par rapport à votre explication globale sur vos projets avec Canal, quand vous êtes arrivé dans Canal, que vous veniez parce que Canal était en train de couler et que vous allez le redresser. J'ai pas entendu ça au départ. Je pense que vous pouvez dire, on a découvert. Je vous ai relativement averti pour, avant de vous investir, savoir à peu près où vous mettez les pieds. Donc vous n'avez pas découvert. Et quand vous êtes arrivé, je n'avais pas entendu ce discours que j'entends beaucoup aujourd'hui, qui m'interroge sur le niveau de déficit, sur le fait que Canal n'existerait plus, que les 8000 salariés seraient en danger, etc. Donc c'est vrai que ça nous surprend et qu'on a besoin d'avoir plus d'éléments. Merci, Monsieur Assouline. Je vous rends la parole, Monsieur le Président, et après, j'aurai Madame Mello, Madame Blandin, Monsieur Bonnecarrère qui ont demandé la parole et Monsieur Laurent. Que comme c'est une charge quand même assez étonnante, je pense que ça mérite en effet d'y répondre. Et puis on reviendra bien sûr sur la francophonie qui est un point essentiel. D'abord, vous auriez dû écouter en effet, peut-être mieux, parce que quand je suis arrivé chez Canal, le 3 septembre, le discours est enregistré, j'ai aussitôt dit, et je parle sous le contrôle de mes amis présidents du directoire, quelle était la situation. Cette situation d'ailleurs était connue de ce qu'on appelle le médiateur, puisque les pertes de Canal, je parle sous le contrôle de Maxime Saada, étaient publiées dans le cadre de cette procédure d'injonction dont il vous parlera tout à l'heure. Enfin, comme vous venez sur des acquisitions assez graves, en effet, je vais vous dire quelques mots. D'abord, cette histoire de plantation ne nous appartient pas. Nous n'avons aucun cadre du groupe Bolloré qui travaille dans les plantations dont le service public ou pour lesquelles le service public a fait un travail de 6 mois. Ça ne nous appartient pas. Nous sommes minoritaires, il y a un majoritaire. Personne du groupe Bolloré n'a été sur ces plantations y travailler. Donc, et les gens qui ont fait le reportage le savent très bien, c'est un amalgame qui est honnêtement particulier. Ensuite, de toute façon, tout ceci va venir, puisqu'un procès, évidemment, va être fait par les responsables de la société. Ils affirment qu'ils n'ont pas été reçus. C'est inexact. Il y a des caméras, me dit-on, qui les ont pris. Ils ont signé les papiers pour dire qu'ils avaient demandé rendez-vous, qu'ils avaient été reçus. Troisièmement, je reçois un exploit d'huissier que me font passer les responsables de la SOCFIN. Ce n'est pas des gens de chez nous. Je n'essaye pas de me défausser. Personne du groupe Bolloré, dans les 55 000 employés du groupe Bolloré, ne travaille dans cette entreprise ou ont pénétré dans cette entreprise. Donc c'est quand même extravagant de faire un procès de cette nature. Donc ces gens qui sont majoritaires
ont en effet envoyé un huissier et qui a constaté que cette personne qui disait « j'ai 14 ans » en a 20. Moi, j'en sais rien, vous verrez au procès s'il a 14 ans ou il a 20 ans. C'est pas très compliqué d'aller regarder si quelqu'un a 14 ans ou s'il a 20 ans. Voilà. Alors après, franchement, je pense qu'il y a une grande humilité. En plus, ce ne sont pas des journalistes qui ont été pris par hasard en défaut, c'est un travail de 6 mois. Voilà. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je suis là pour faire le paratonnerre. Si ça sert, c'est bien. Mais enfin, c'est quand même un petit peu exagéré. Et de toute façon, le procès dira ce qu'il en est. Je parle souvent des 35 ans, en effet, parce que quand vous avez construit quelque chose pendant 35 ans, votre passé plaide pour votre futur. Et ce que racontent les gens, en effet, sur le thème, il n'y connaît rien, il va casser, on l'a raconté souvent. On a raconté que les voitures électriques ne marcheraient jamais, on a raconté ce qu'on faisait ne marcherait jamais, mais l'avantage, c'est d'avoir ce que les Anglais appellent un track record, pardon pour la francophonie. Voilà un passé dont on peut démontrer ce qui a été construit. Donc je ne vois pas de raison pourquoi tout d'un coup, touché par je ne sais quoi, je ferai quelque chose de différent de ce que j'annonce. Concernant votre distinguo entre les groupes qui font que des médias et les groupes qui font autre chose que des médias, je suis assez frappé de voir ce distinguo qui ne correspond à rien. Nicolas de Taverneau, en public, qui fait pourtant partie d'un groupe où il n'y a que des médias, a dit qu'il ne voulait pas faire passer des documentaires ou des choses contre ses annonceurs. Voilà. C'est pas nous. Nous, on n'a jamais dit qu'on allait le faire. Donc, je ne vois pas à quel titre, sur quelle base. Vous pouvez dire il y a les bons groupes, ceux qui font que des médias, et il y a les mauvais groupes, ceux qui font d'autres choses. J'ajoute pour finir que le Crédit Mutuel n'est pas un particulièrement lié, ni avec Vivendi, ni avec Bolloré, ni avec qui que ce soit. Il n'est pas plus lié que la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole et l'ensemble des grandes institutions françaises. Donc je pense que ces procès d'intention qui sont faits et qui sont répétés, et qu'en toute bonne foi vous pouvez reprendre, parce qu'en effet, on ne passe pas la journée à aller expliquer que ce qui est dit est faux, sinon on y passerait toute la journée. Je vous redis, on commençait essentiellement au moment où on est arrivé chez Canal. J'ajoute dans ce reportage dont vous parlez, ou dans les articles de Mediapart sur lesquels vous venez, je lis toujours avec intérêt les informations concernant M. Dupuy-Lauby, qui est un de nos anciens employés. C'est une personne qui travaillait pour le groupe, qui a détourné des actifs du groupe, qui vient de se faire condamner à 3 ans et demi par la Cour suprême espagnole, qui a confirmé 3 ans et demi de prison ferme, 10 millions d'euros d'amende, et on continue à le présenter comme un ancien concurrent du groupe Bolloré. Pardonnez-moi, M. Assouline, mais en effet, je pense qu'à un moment, il est intéressant d'aller voir la réalité. Sur les autres questions, je vais peut-être laisser Maxime Saada répondre, et puis on reviendra sur la francophonie après, si vous le souhaitez. France Télé a décidé de diffuser le Crédit Mutuel parce que nous l'avons autorisé, je le précise. Pour des censeurs, c'est quand même un peu étonnant. Nous avions financé ce documentaire, France Télé nous a appelés. On leur donnait l'autorisation de diffuser, ce que nous avons fait. France Télé n'aurait pas eu la possibilité de diffuser ce programme si nous ne l'avions pas souhaité, que ce soit clair. Aucune instruction n'a été donnée aux journalistes de consigne d'ITélé de faire du public reportage, ça n'a aucun sens. Éditorialement, je ne comprendrais même pas comment ça fonctionnerait. Ça n'a pas de sens, on ne va pas faire une pub déguisée sur ITélé, ça n'a aucun sens. Et aucune consigne de ce type-là n'a été donnée. Jean-Christophe Thierry peut peut-être développer sur ITélé, mais en effet, on a une situation qui est critique sur ITélé, puisque la chaîne était en perte de 16 millions il y a 2 ans. On projette des pertes de l'ordre de 20 millions cette année et 25 l'année prochaine. Donc ce n'est pas une situation qui est durable, y compris pour l'existence même de la chaîne, surtout dans un contexte où 2 nouvelles chaînes, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, d'informations vont arriver sur le paysage français, ce qui va en faire de loin le pays où on a grosso modo 2 chaînes d'information en moyenne sur l'Europe, et nous on va avoir le privilège d'en avoir 4. Donc on a une situation qui est compliquée et qui va encore se compliquer. Donc dans ce contexte, on a besoin, avec une pression sur le marché publicitaire qui fait que les revenus d'ITélé, même si elle a grosso modo tiré son épingle du jeu en audience et encore, ne cesse de décroître, de trouver des économies. Donc pour la pérennité même, c'est le même sujet Canal+, de la chaîne d'information ITélé à laquelle nous sommes très attachés, il y a un enjeu de rationaliser les dépenses. Nous ne pensons pas comme vous que c'est la destruction d'une rédaction pour reprendre vos termes, de ne pas reconduire 50 CDD-U
qui ont vocation à travailler pour une saison. C'est même la nature même du travail et de l'emploi. La raison qui font que ce sont des CDDU, c'est que nous nous engageons pour une saison. Donc il n'y a pas de licenciement, il y a non-reconduction compte tenu des difficultés dans lesquelles se trouve iTélé. Et par ailleurs, nous avons un enjeu de rationalisation et donc nous avons regardé les forces du groupe Canal+. Nous avons une des plus importantes rédactions des sports de France, voire d'Europe, avec près de 200 journalistes au sein du groupe Canal+, qui travaillent pour la chaîne Canal+, et puis une chaîne d'information sportive qui s'appelle Infosport. Donc nous avons eu, me semble-t-il, un enjeu qui est de tirer simplement parti de ces forces vives, de ce qui peut être un axe de différenciation très intéressant pour iTélé, et donc de mettre ces équipes rédactionnelles de journalistes à contribution pour la chaîne d'information. Donc que dans ce contexte de travail en collaboration de toutes les chaînes du groupe, et notamment dans le domaine du sport ou du cinéma et de la culture ou d'autres domaines dans lesquels Canal+ et la chaîne iTélé CNews peut avoir un avantage, qu'on mette à contribution tous ces gens et que du coup ça nous permette de faire un certain nombre d'économies, y compris sur des emplois du type que vous avez cité, me semble assez naturel et une voie qui potentiellement peut nous permettre de sauver cette chaîne. Sur l'Afrique, dire que il me semble, de notre point de vue, les relations sont très bonnes avec France Média Monde et TV5 Monde. Nous diffusons partout, sur tous nos territoires francophones, TV5 Monde et France 24, et nous avons même pris l'engagement de diffuser la nouvelle chaîne jeunesse TV5, je crois. Nous travaillons également au Vietnam avec France Média Monde. Sur le cinéma français, revenir simplement pour dire que d'abord nous avons les engagements très précis de diversité et de financement de films, de préachat, qui ne pourraient pas exister sans Canal+. Que nous sommes au contraire très attachés à ce que des petits films, comme l'évoquait Vincent Bolloré, émergent, et que nous avons en effet été très attentifs au budget, notamment au gros budget, c'est tout l'inverse en réalité, pour éviter que des gros films monopolisent l'essentiel de l'engagement du groupe Canal+ sur le cinéma, et qu'au contraire, on ait la possibilité d'avoir plus de diversité, plus de petits films, plus de jeunes talents, de premiers réalisateurs, par exemple, auxquels nous sommes très attachés dans le groupe Canal+. La principale menace, en réalité, sur le cinéma français, c'est celle qu'évoquait Vincent Bolloré. C'est pas la pérennité du rôle de Canal+ dans le cinéma qui était un moment en question, c'était la pérennité tout simplement de Canal+. Le cinéma français, en réalité, quand le chiffre d'affaires de Canal+ décroît, il est lui-même pénalisé puisque nous reversons, comme vous le savez, un pourcentage fondé sur l'assiette du chiffre d'affaires abonnement réalisé par le groupe Canal+. Canal+, les chaînes, pour à nouveau revenir sur quelques chiffres, et en effet, Vincent Bolloré évoquait tout à l'heure le fait que nous nous soumettons à une injonction de l'autorité de la concurrence qui nous impose, via le mandataire social, de bien distinguer ce qui se passe entre Canal+, les activités d'édition et les activités de distribution, et ça depuis plusieurs années, a perdu près de 500 000 abonnés depuis 2012. Donc 4 415 000 fin 2012, 4 360 000 fin 2013, 4 26 000 fin 2015, et nous prévoyons de passer sous la barre des 4 millions, malheureusement, à la fin de l'année 2016. Donc ça, c'est une réalité. Ces abonnés génèrent du chiffre d'affaires, et donc potentiellement la principale menace sur le cinéma, c'est celle-là. C'est la nécessité pour nous de continuer à développer le chiffre d'affaires de Canal+, pour que cela bénéficie au cinéma français. Mais il n'est pas question pour nous de revenir sur les engagements que nous avons pris auprès du cinéma, les engagements financiers que nous avons pris auprès du cinéma français. En réalité, d'ailleurs, nous avons rattrapé au cours de l'exercice 2016 un retard qui avait été pris en 2015. Donc le monde du cinéma le sait très bien. Pour revenir quelques minutes, madame, sur la francophonie, bien sûr, c'est un de nos axes principaux, non pas pour vous faire plaisir, mais parce que nous pensons que l'avenir du monde et l'avenir de notre pays repose aussi sur la francophonie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des contenus en anglais, mais il faut en faire beaucoup en français. Et les investissements que fait le groupe dans des pays qui sont francophones sont considérables. Ce sont non seulement des investissements pour augmenter le nombre d'abonnés, et c'est vrai qu'aujourd'hui Canal+ a pratiquement plus d'abonnés à l'étranger qu'en France. Son développement international sous la direction de Jacques Dupuis et de ses équipes a été remarquable. Nous sommes tous convaincus de son succès et de ses succès futurs. Mais en plus, nous développons là-bas, il développe là-bas beaucoup de contenus en français qui ont vocation à être envoyés dans le monde entier avec sous-titres ou sans sous-titres. Vous savez que les progrès technologiques font que maintenant, mettre des sous-titres sous des contenus en français est quelque chose de faisable à des coûts relativement raisonnables. Vous voyez d'ailleurs à l'étranger, et en particulier aux États-Unis, beaucoup de gens qui se mettent à apprendre le français. Et donc, nous pensons que notre groupe, non seulement doit soutenir l'exception culturelle, mais doit l'exporter.
C'est pour ça que nous pensons que le rôle de Vivendi Canal est essentiel, car si vous n'avez pas un champion pour aller exporter ces contenus en français, eh bien, petit à petit, vous serez bien évidemment diminué. Merci, Monsieur le Président. Alors, je me tourne vers mes collègues, Madame Mello, Madame Blandin, Monsieur Bonnecarrère, Monsieur Laurent et Madame Jouve. Alors, Madame Mello, vous avez la parole. Merci, Madame Comme la ça, Présidente. tous les groupes se seront exprimés. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre exposé très intéressant. Comme nous le savons tous, le numérique est une révolution et cette révolution impacte toutes les industries culturelles. Votre groupe est éditeur sous toutes les formes, vous l'avez dit, et vous n'avez pas oublié le physique, puisque vous l'avez appelé le physique. Vous êtes le deuxième actionnaire de la FNAC, distributeur de produits culturels, et aussi vous êtes investi dans des salles de spectacle. Vous avez évoqué dans vos propos la concurrence inéluctable des GAFA. Je pense que nous le partageons plus ou moins tous. Et ma question concerne le livre. Je voudrais savoir, par votre expérience, quelle est votre vision de l'avenir pour le livre et pour sa diffusion. Merci. Je vais donner la parole, si vous voulez bien, à tous mes collègues. Madame Blandin. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous êtes un capitaine d'industrie et on ne passe pas de l'héritage du papier à cigarette au plus grand groupe du monde sans avoir des talents. Alors, je voudrais vous poser des questions. Le groupe Canal était en mauvais état, donc votre choix de diversification en passant des voitures électriques, etc., vers la communication et la culture, c'est dans le but d'une diversification rentable ou avez-vous un attachement personnel à la sauvegarde de ces outils? Deuxièmement, s'investir dans la culture, la communication et l'information, est-ce que pour vous, c'est une marchandise comme les autres? La présidente rappelait les contraintes quand même, les fréquences, c'est du bien commun. Et le journalisme a un cadre éthique protecteur sur la liberté de la presse, qui me conduit à vous interroger. Que pensez-vous du texte de loi qui finalise son parcours en navette sur l'indépendance des médias, dans lequel il y a la protection des journalistes? Que pensez-vous des chartes maisons qui vont être élaborées sur les journalistes et éventuellement de la charte de Munich, ou bien d'une perspective qui n'est pas dans la loi, je le précise, d'entité juridique des rédactions? Enfin, vous vous êtes comparé à un paratonnerre en tant que physicienne. Je voudrais rappeler qu'un paratonnerre, ça fait baisser la tension. Or, ce qu'on lit dans les médias, ça fait un peu monter la tension. Pouvez-vous, les yeux dans les yeux, nous dire que, alors à propos de tension, je vais continuer à filer l'image, votre fusible de réponse, Maxime Saada, vous n'intervenez pas sur le choix des thématiques en dehors de celles que vous nous avez citées, des émissions d'investigation. Vous n'empêchez pas un thème sur Nutella. Vous nous le dites les yeux dans les yeux, voilà. Et d'autre part, toujours sur la liberté des journalistes, vous, Monsieur le Président, êtes-vous acteur ou non des procès contre les journalistes de Basta ou de France Télévisions qui ont agi contre vos intérêts? Bien. Je ne parle pas d'intérêts financiers, je parle des intérêts liés de type Nutella, huile de palme, EVA, etc. Merci Madame Blandin. Monsieur Bonnecarrère pour le groupe UDI. Oui, merci Madame la Présidente. Merci également à Monsieur Bolloré et à son équipe pour leur présentation stratégique qui était claire et ferme et structurée. Je voudrais m'attacher essentiellement à la notion de champion mondial de culture française qui, me semble-t-il, a été au cœur de votre présentation. Et j'aimerais comprendre votre idée, quelque part votre motivation derrière cette notion de champion mondial de culture française. Est-ce qu'il ne s'agit que de décliner le thème croître ou mourir, l'idée que pour continuer à exister demain, il faut être sur le podium olympique mondial?
Est-ce un rêve d'enfant? Est-ce une compréhension logique du développement de votre business? En d'autres termes, est-ce que ce que vous êtes en train de préparer, c'est un groupe mondial contrôlé par des capitaux français, par des décideurs français, ou est-ce que effectivement c'est un groupe mondial qui peut avoir du sens pour la culture française? Que j'aurais souhaité que vous puissiez nous approfondir, même si je reconnais que vous venez de le faire en réponse à la question de Madame Lepage, c'est de nous expliquer en quoi le projet économique de votre groupe aurait du sens pour la culture française. Merci Monsieur Bonnecarrère. Monsieur Laurent pour le groupe CRC. Et je terminerai par Madame Jouve. Oui, deux remarques. Merci Madame la Présidente et merci à Monsieur Bolloré et à son équipe de répondre à nos questions. Deux choses. La première, vous nous dites vouloir être un grand groupe de contenu. Et finalement, j'ai l'impression que vous nous avez assez peu parlé des contenus. C'est-à-dire, bon, évidemment, vous parlez de développer le volume de ces contenus, leur profitabilité, mais les contenus, singulièrement en matière culturelle, ça a du sens. Donc, par exemple, la question de la diversité a toujours été, et de la liberté de création a toujours été au cœur de cette ambition de contenu. Enfin, en tout cas, nous avons toujours cherché à la défendre. On a évoqué le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes est effectivement un des plus importants festivals de cinéma du monde, mais son originalité ne tient pas qu'à sa taille. Son originalité tient justement à sa capacité, à son audace, y compris en matière de programmation et de distinction. Donc, évidemment, nous sommes très attachés à la défense de cette diversité-là qui doit comprendre une protection de la liberté de création dans tous les domaines. Et puisque vous êtes un groupe très important en matière de musique, en matière de cinéma, évidemment, les engagements que vous prenez en la matière sont très importants à nos yeux. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, à propos de la question champion national concentration, c'est une question effectivement importante. Je suis le premier à considérer qu'on ne peut pas balayer, loin de moi l'idée de balayer d'un revers de main la question du débat sur champion national à une époque de mondialisation. Mais vous semblez, si j'ai bien entendu l'argumentation, du coup vouloir balayer d'un revers de main tout débat sur la concentration, comme s'il était un obstacle à la construction de tels champions. Et là-dessus, moi j'ai une question. Parce que la question pour nous est de savoir, en supposant que l'enjeu soit de construire un champion, quel champion ? Le champion des dividendes, le champion de la taille, le champion ou le champion effectivement d'une certaine idée de la culture. Et je pense que la question de la concentration, moi j'appelle de mes voeux, et c'est une question qui a été discutée ces derniers temps dans la commission, je pense est de plus en plus un vrai sujet. Vous avez cité vous-même les chiffres, les rapports de force en matière de chiffre d'affaires des grands groupes mondiaux. Mais comment nous protégerons-nous de l'inexorable concentration mondiale vers laquelle on se dirige si nous ne nous protégeons pas contre la concentration mondiale qui est en cours et qui conduira à une uniformisation très inquiétante des contenus si nous laissons faire. Donc c'est une question qui se pose. D'autre part, vous nous dites qu'il faut nous soutenir comme champion national. Vous nous interpellez sur cette question. Mais d'autres groupes de l'audiovisuel français que nous avons entendus nous disent la même chose. TF1, M6 nous ont tenu des propos voisins. Et puis, il y a un grand groupe de services publics dans l'audiovisuel français. Quelle synergie dans l'audiovisuel français ? Où débattons-nous de cette question si nous parlons des intérêts de la France en la matière ?
Donc construire des positions fortes de la France en matière culturelle, qui pour moi est une grande question, suppose aussi de penser la question des synergies et de la coopération, et pas seulement de nous demander de soutenir tel ou tel groupe à l'intérieur de la concurrence actuelle dans le paysage audiovisuel français. Donc je pense que nous avons tous conscience qu'avec les bouleversements technologiques et ceux de la mondialisation, il faut repenser les questions de la diversité et de la concentration. Il faut probablement les penser différemment, mais on ne peut pas dire que c'est un non-sujet. C'était ce que je voulais dire. Merci Monsieur Laurent. Et je complète le tour des groupes en donnant la parole à Madame Jouve pour le groupe RDSE. Et voilà, et je reviendrai vers le président et ensuite vers les quelques collègues qui ont aussi demandé la parole. Merci Madame la Présidente et merci à Monsieur Bolloré pour sa présentation. La stratégie industrielle de Vivendi et des synergies à trouver avec le groupe Canal+ a été bien exposée et effectivement, comme l'a dit Madame la Présidente, on peut vous remercier d'avoir été très clair là-dessus. Pour autant, mes questions vont paraître plus triviales, mais en même temps, elles correspondront peut-être davantage aux questions que se posent les téléspectateurs et même les abonnés. Elles portent sur deux axes. Vous avez déclaré dans la presse vouloir faire de Canal+ une chaîne premium dont la plupart des contenus seraient réservés aux abonnés. Quelle place donc pour les émissions en clair à partir de cette rentrée ? Elles ont quand même toujours été une vitrine pour Canal+ et un produit d'appel, si je puis dire, pour les abonnés. Deuxième question, qui interroge également l'identité de Canal+. Quel avenir pour les émissions satiriques ou celles qui portent un regard décalé sur l'actualité ? Tout en ayant vu le départ de leurs auteurs, les Guignols de l'info sont passés en crypté, Le Petit Journal et sa société de production passent, eux, chez TF1. Et si l'on en croit plusieurs articles, le zapping serait également sur un siège éjectable. Qu'en est-il donc de l'avenir de ces émissions ? Par ailleurs, Télérama a sorti hier un article disant que l'émission spéciale investigation était sur le point d'être abandonnée par Canal+, et qu'en tout cas l'émission va perdre sa diffusion hebdomadaire. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'avenir de cette émission en particulier ? Merci beaucoup. Merci Madame Jouve. Alors une grande série de questions, Monsieur le Président. Je me souviens de toutes les questions, mais enfin, je n'ai pas votre talent, mais je vais essayer de les prendre dans l'ordre. D'abord, il y avait une question sur la littérature et le livre. Ma mère a été pendant 50 ans lectrice chez Gallimard, donc j'ai reçu une éducation où le livre compte beaucoup. Vivendi était le premier éditeur de livres. Et puis, comme vous le savez, la période que j'ai décrite tout à l'heure a fait que Vivendi est sorti du livre. Mais je peux vous dire que Arnaud de Puyfontaine, qui est devant vous, ne pense qu'à une idée, c'est à y rentrer. Et en ce qui me concerne, je l'appuierai dans sa démarche, parce que je pense que c'est un élément essentiel pour les contenus. Et à côté de quelques auteurs qui gagnent beaucoup d'argent, il y en a beaucoup qui malheureusement auraient besoin d'un grand groupe. Et je vais répondre à plusieurs des indications qui ont été données tout à l'heure, où au fond, vous avez tendance à opposer culture et profit, en disant quel type de groupe vous voulez. J'ai compris que vous vouliez faire un groupe puissant, mais est-ce que ça ne va pas être contre la culture ? Je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est en développant cette culture que vous deviendrez puissant et que vous deviendrez rentable. Vous avez énormément d'auteurs, d'acteurs, d'écrivains, d'artistes divers qui ont des talents et qui ne peuvent pas les exprimer. Et c'est le rôle d'un grand groupe comme Vivendi, s'il est puissant, s'il a cette capacité à les présenter dans le monde entier, qui permettra de concilier les deux éléments, c'est-à-dire à la fois défendons le patrimoine, mais en plus gagnons de l'argent pour défendre ce patrimoine. Vivendi est en train de lancer, Arnaud de Puyfontaine en dira peut-être un mot tout à l'heure, une aide sur un certain nombre de domaines, des accords avec la FEMIS, des accords de toutes sortes pour aider justement ces auteurs. Il y aura les grilles, je ne pourrais pas vous répondre à un certain nombre de questions puisqu'elles n'ont pas été arrêtées encore, mais je sais que simplement, sur le principe, il y aura des nouveaux talents. Et il y aura des cases réservées à des nouveaux talents pour justement permettre de le faire. Donc je ne crois pas qu'il faille que le Sénat et les parlementaires en général puissent croire qu'il y a une opposition entre le développement de la culture et les profits. Je pense que les deux vont ensemble. Et c'est parce que vous aurez un avantage sur les autres que vous ferez des profits. Vous n'allez pas pouvoir combattre les Américains
sur des films d'action. Vous n'allez pas pouvoir combattre les Asiatiques sur les mangas et leurs spécialités. Vous pouvez les combattre sur ce que nous avons de plus fort, notre patrimoine. Ce n'est pas un hasard si la France est encore la première destination touristique du monde. C'est parce que nous l'avons beaucoup étudié, nous l'étudions beaucoup et nous avons des commissions qui travaillent à l'intérieur du groupe là-dessus. C'est parce que nous représentons ce qu'ont construit nos aïeux et ce que nous construisons. C'est un ensemble qui est à la fois un formidable passé, mais une évolution de ce passé. Et c'est ça qui plaît aux étrangers. C'est au milieu du Louvre, on fait une pyramide. Au milieu d'un endroit particulier du vieux Paris, on fait Beaubourg, sous les cris des gens au moment où on les construit. Il faudra sans doute des dizaines d'années pour qu'après on se rende compte que c'est bien. Et c'est notre force, c'est cette culture qui évolue. Et vous avez eu, dans des moments pénibles, au moment des attentats, dans la presse internationale, pourquoi les gens aimaient Paris, pourquoi les gens aimaient la France. Et ils disaient, on peut s'asseoir à un café, on peut voir des gens qui écrivent dans un coin. Et je crois que Vivendi, c'est ça, c'est justement le cumul de la défense de cet esprit français, de cette culture, de l'évolution que nous pouvons mettre en œuvre et la réussite économique. Les deux ne sont pas opposés, comme le progrès social n'est pas opposé au profit. Les gens qui sont en Bretagne chez nous et qui travaillent dans nos usines gagnent de l'argent et ne sont pas malheureux pour autant. Je crois qu'au contraire, quand vous êtes en difficulté, vous pouvez moins aider les autres. Donc je crois qu'il est très important de voir que le projet de notre groupe, quand vous dites quel groupe, d'abord on ne demande pas particulièrement votre aide. On aimerait déjà ne pas être tout le temps attaqué. Ce serait déjà primum non nocere, disait le savant autrefois. Je pense que déjà ce serait bien. Nous ne demandons pas de soutien public, nous ne recevons pas d'argent public à ma connaissance, du reste. Nous finançons le cinéma, nous finançons un certain nombre de choses, soit pour des raisons réglementaires, soit parce que nous pensons que c'est utile. Je crois que ce groupe a les moyens, de par sa taille, à la fois de développer cette culture exceptionnelle qu'est la France, et qu'en la développant, il en fera un atout particulier qui fera sa réussite. Voilà, c'est ce que je crois. Alors, ce n'est pas du tout un sujet de jeunesse, ça ne remonte pas dans ma psychiatrie personnelle. C'est un état des lieux. Voilà, l'état des lieux, c'est la culture française, elle plaît. Et je vous dis, s'il y a 80 millions de touristes qui viennent chaque année, c'est pas pour le sourire des taxis et la vélocité des services publics. C'est parce qu'on a autre chose que ça, que c'est sympa, que c'est bien, que tout peut arriver, que voilà, c'est un endroit où il fait bon vivre. Et donc, quand vous vous apercevez qu'il y a une appétence du marché mondial pour notre culture et qu'il n'y a pas de champion français aujourd'hui qui soit très développé, eh ben vous essayez de faire ça. Et vous conciliez, bien sûr, ce que j'aime, la littérature, le cinéma, la culture, avec un groupe qui avance. Moi, je l'ai dit, je partirai assez prochainement de la tête de ce groupe. La 7e génération est déjà à la tête de ce groupe. Et il occupe les fonctions essentielles avec les grands patrons qui sont là ici aujourd'hui. Si vous voulez passer des générations, si vous voulez ne pas avoir des entreprises champignons, mais des entreprises qui continuent dans le temps, il faut qu'elles aient des caps. Et moi, je pense que ce cap de développer un groupe de médias français dans le monde entier, grâce aux nouvelles technologies qui nous permettent de le faire, est quelque chose qui peut concilier des intérêts culturels et des intérêts économiques. Et que c'est grâce à ces intérêts économiques qu'on pourra investir dans des intérêts culturels. On parlait de l'édition tout à l'heure, je le disais, à part quelques personnes qui gagnent beaucoup d'argent, la plupart des gens de l'édition ne gagnent rien. Les gens n'arrivent pas à vivre. Un groupe comme Vivendi, qui peut faire une école, qui peut aider des gens à participer, c'est important. Financer les salles de spectacle, c'est important. Mais vous voyez bien qu'en finançant des salles de spectacle ou des personnes qui écrivent ou des personnes qui vont être des metteurs en scène, nous leur rendons service, nous rendons service à notre pays, mais nous rendons service à ce groupe, qui d'ailleurs derrière, après, va payer des impôts. Donc je crois qu'il est important de ne pas opposer les deux, parce qu'il n'y a pas de raison de les opposer. Alors après, il y a une question de la physicienne concernant le fusible. Alors je vous assure que Maxime Saada n'est pas un fusible, Maxime Saada est proprio motu. Je ne suis pas capable d'aller interdire ou faire des choses, moi, personnellement. Je ne sais pas comment je le ferai, d'ailleurs, en disant il faut interdire telle chose ou faire telle chose. Voilà. Et puis, je ne peux pas être à la fois dans tous les endroits du monde
en même temps à faire ça. Donc dans les yeux, voilà. Alors je ne vois pas en plus l'intérêt pour moi d'aller défendre une campagne anti-Nutella ou Nutella. Je n'ai pas d'intérêt particulier dans le Nutella. Alors qu'est-ce que vous dites? Vous dites une société dans laquelle, qui ne gère pas, fait de l'huile de palme qui doit représenter 1% du Nutella à l'intérieur du truc. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, vous pouvez dire aussi, mais je vais favoriser le Sénat en venant ici, je vais parler à tel journaliste. Franchement, je crois sincèrement, je vous l'ai dit tout à l'heure, que les critiques sont venues surtout parce que le travail qu'on fait chez Canal n'est pas populaire. Voilà, il est déplaisant parce qu'il faut faire de la diète. Il est d'autant plus, à mon avis, honorable qu'il est fait sans aucun licenciement. Ce que vous a dit Jean-Christophe Thierry tout à l'heure, voilà, la réponse au CDDU d'ITélé, si j'ai bien compris, c'est l'inspecteur du travail qui l'a demandé en disant « vous ne pouvez pas continuer comme ça ». Il y a des recrutements dans le groupe Canal, il y a des gens qui viennent dans le groupe Vivendi. Donc, vous voyez bien que c'est d'ailleurs, je suis très honoré d'être reçu au Sénat. Vous m'avez jamais reçu, enfin pas dans votre commission, j'ai jamais été reçu au Sénat pour le développement des bus électriques. On dit qu'il y a 48 000 morts par an dans les villes avec la pollution. J'ai jamais été reçu dans aucune assemblée pour ces sujets-là. J'ai jamais été reçu sur le développement de la publicité. J'ai jamais été reçu sur le développement de la logistique. J'ai jamais été reçu sur le 3.5 qu'on développe ou sur le Wi-Fi dont on est un des premiers groupes dans le monde. Vous voyez, Canal, ça c'est intéressant parce que c'était quand même un groupe qui a toujours eu une histoire électrique. Voilà. Donc, madame, je réponds les yeux dans les yeux. Tout ça, c'est des prétextes pour éviter d'aller faire la diète. Je comprends que pour les gens, c'est pas drôle d'aller faire de la diète. Mais je pense qu'il faudrait plus avoir des inquiétudes pour les 8000 personnes qui restent. Il vaudrait mieux avoir des inquiétudes pour être certain que Vivendi va continuer à donner 400 millions aux chaînes Canal+ France, malgré ses actionnaires en dehors du groupe Bolloré qui n'ont qu'une envie, c'est de ne pas les donner. Et pour finir, je dirais que sur la protection, quand vous dites mais il faut qu'on se protège, vous n'arriverez pas à vous protéger. Ça, c'est franchement, sincèrement, c'est pas possible. Non, mais j'ai envie de dire, c'est trop tard. Nous, aujourd'hui, nous faisons face à Netflix, par exemple, sur l'acquisition de séries étrangères. Nous perdons régulièrement, malheureusement, des séries qui sont achetées sur une base mondiale de 80 pays, même si notre offre sur le territoire français est mieux disant. Et ça nous arrive régulièrement, et ça nous arrive à nous, ça nous arrive à Sky, qui est beaucoup plus gros et qui est présent sur 3 pays. Donc, je veux dire, de dire on va regarder dans quelle mesure on peut s'opposer à cette concentration mondiale, honnêtement, c'est terminé. Le jeu la seule question, c'est est-ce qu'on est capable de développer des groupes, on n'a pas dit un groupe, hein, des groupes qui peuvent lutter, et donc sur une base mondiale, face à ces enjeux-là. Quand on fait du Versailles en anglais, j'aurais préféré que ce soit en français, très honnêtement. Mais c'est parce qu'on est obligé de s'associer à d'autres partenaires pour financer des créations ambitieuses qui peuvent rivaliser avec les créations américaines. D'ailleurs, on se réjouit, on a des exemples assez concrets aujourd'hui de ces succès. Hein. Versailles a fait un record sur la BBC il y a 10 jours, avec 1,8 million de téléspectateurs en Angleterre. C'est la première fois pour une série française. Celle d'avant, c'était Les Revenants, également produite par Canal. On a le documentaire Relève, auquel on est très attaché, qui a gagné 3 prix aux États-Unis, dont un à Tribeca, qui est le plus prestigieux. On a le Bureau des légendes, donc une série en français, à laquelle nous sommes très attachés. Nous avons récemment validé le lancement de la saison 3, qui a été sélectionnée par iTunes aux États-Unis, sur son magasin américain, l'iTunes Store américain, comme la série de la semaine. C'est la première fois qu'une série française est sélectionnée par un magasin américain comme la série de la semaine. Donc cet enjeu économique de développement de la culture française, nous en récoltons déjà les fruits face à une culture américaine, si j'ose dire, qui s'américanise et qui produit de plus en plus, et nous le voyons parce que nous avons des accords long terme avec les studios de cinéma hollywoodiens, des super-héros, des suites de séries à super-héros et les enfants des super-héros, etc. Donc on va avoir beaucoup de super-héros, et face à ça, on voit bien qu'il y a des populations, y compris aux États-Unis, qui sont très demandeuses de ces produits à haute valeur ajoutée culturelle qu'évoquait Vincent Bolloré. Sur la technologie, de toute façon, vous n'arrêterez pas la concurrence étrangère. Et puis vous l'avez vu tout à l'heure, ils se basent à l'extérieur, ils ne passent plus par les chaînes hertziennes. Et de toute façon, vous n'allez pas empêcher les gens de regarder leur téléphone mobile. Donc de toute façon, en effet, vous n'arriverez pas à protéger. La seule chose qui peut être faite, c'est d'essayer que des groupes, que des champions se lèvent et se déplacent en essayant de pousser notre culture vers l'étranger, ce que nous essayons de faire. Je voulais, pour finir, répondre à une question sur le clair par rapport au payant. Sur Canal, qui fait aussi partie des histoires qu'on raconte et qui sont complètement fausses. Le clair
D'abord, si vous faites que du clair toute la journée, alors je rappelle les chiffres, hein, les abonnés chez Canal, c'est 1,5 milliard de recettes. Le clair, aujourd'hui, c'est 60 millions. Hein, c'est-à-dire que c'est même pas 5% des recettes. Ça, c'est un. Deuxièmement, si vous faites du clair toute la journée, ça, c'est sûr que vous perdrez votre 1,5 milliard, puisque vous n'aurez plus d'abonnés. Aujourd'hui, Canal fait 6 à 7 heures le samedi et le dimanche. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui payent l'abonnement, qui voient leurs voisins dans le pavillon d'à côté qui ne payent pas l'abonnement et qui voient les mêmes programmes, qui vont continuer longtemps à payer l'abonnement? Non. Voilà, la baisse des abonnements de Canal, elle n'a pas commencé le 3 septembre 2015, quand je suis arrivé. Je redis, je suis la conséquence des pertes de Canal. Maxime Saada, qui est là depuis longtemps, n'a jamais réussi à démontrer que ce que vous montrez comme vitrine fait faire le moindre abonné. Tout ça, c'est des blagues, c'est des histoires qu'on raconte, parce que c'est plus agréable de faire du clair, de voir des gens, de faire des choses. Mais c'est la vérité. Oui, je m'y suis attaché personnellement et bien avant l'arrivée de Vincent Bolloré chez Canal, encore une fois. On a eu même au pic du clair de Canal, c'est-à-dire la plus forte notoriété, le plus grand succès d'audience à la fois pour le grand journal et le petit journal, on n'a jamais réussi à faire la démonstration que ces émissions conduisaient, motivaient à l'abonnement. Alors certainement à la notoriété d'un certain nombre d'incarnations de Canal+, et à la notoriété de Canal+, ça certainement. Mais dans quelle mesure est-ce que cette notoriété se traduisait effectivement par des abonnements supplémentaires? Non, au contraire, comme on l'a évoqué tout à l'heure, y compris pendant cette période la plus forte du clair de Canal, en notoriété, en puissance, en légitimité, etc., on a vu l'accélération de la perte d'abonnements. Pourquoi? Parce que quand on a un acteur comme beIN Sport qui détient de plus en plus de droits sportifs et Canal+, qui en perd de plus en plus, ça motive à l'abonnement. Ou ça démotive et ça entraîne la résiliation. Et sachez qu'il n'y a pas un groupe de télévision crypté dans le monde qui fasse du clair. Voilà, les chaînes cryptées dans le monde font du crypté. Il n'y en a pas une qui fait du clair. Donc quand même, quand on est le seul à faire un truc et qu'on perd 400 millions, il faudrait, avant d'aller donner des leçons au monde, s'interroger si simplement le modèle qu'on suit n'est pas le bon. Je crois, Madame la Présidente, que j'ai répondu à toutes les questions. Alors, il y a 2 autres demandes de prise de parole, même 4 autres. Madame Robert, Monsieur Kern, Monsieur Savin et Monsieur Abbat. Mes chers collègues, pour une question. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur Bolloré pour la présentation. Je vais être rapide de votre stratégie industrielle et économique. Finalement, ça va être dans le prolongement de ce que vous venez de dire, puisque vous avez parlé des abonnés. L'histoire de Canal, c'est quand même une histoire absolument incroyable. D'abord, un modèle tout à fait innovant. Qui a reposé, enfin il me semblait en tout cas, sur le fait que l'image de marque de Canal, une forme d'histoire comme ça entre ses abonnés et cette chaîne, permettait d'être complètement atypique dans le paysage audiovisuel français. On sait que, bon, vous l'avez dit, hein, les abonnés, 1,5 milliard de recettes, sont très attachés à cette image et à cette histoire. Alors, ça a fait des émissions cultes. Il y avait le cinéma d'abord, hein, de voir des films, et puis les événements sportifs. Même si aujourd'hui, et on sait ce qui se passe sur la retransmission des grands événements sportifs. Je sens quand même, à travers vos propos, que vous êtes attachés à ces abonnés, parce que ça repose quand même sur un modèle économique à la fois historique, même si j'ai bien entendu dans vos propos qu'on n'a pas continué l'histoire, mais on a à la renouveler. Tout à fait d'accord, en l'occurrence, sur cette histoire-là. J'aimerais savoir quand même, en termes de projet éditorial, quelles sont vos intentions pour que, même si j'ai bien entendu et je le savais, les abonnés n'ont pas commencé à se désabonner au moment où vous êtes arrivés. En même temps, est-ce que vous avez envie de continuer à avoir des abonnés, c'est-à-dire à être plutôt dans une pente ascendante? Pour cela, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de continuer cette histoire, entre guillemets, d'amour entre une chaîne et finalement ce qui a fait hein, sa spécificité ou pas? Alors c'est vrai que tout le contexte aujourd'hui de l'image de Canal, à mon avis, n'est pas du tout porteuse pour cela. Donc, au-delà de la stratégie industrielle et économique, et en termes de projet éditorial, qu'avez-vous envie de donner à voir et donner envie à ces abonnés qui, moi je l'entends, n'ont plus très envie de continuer, parce que finalement, quand on s'abonne, c'est qu'on a
on donne un sens à un abonnement, au-delà du fait de pouvoir, à l'époque, soutenir une chaîne. Donc voilà, on a parlé stratégie économique et industrielle, parlons un peu de contenu et de culture. Merci, Monsieur le Président. Bien. Ben, Allez-y, Monsieur le Président. oui, je réponds au fur et à mesure parce que sinon j'oublie des bouts des questions. Écoutez, évidemment, je suis là pour que le nombre d'abonnés augmente. Pour la première fois d'ailleurs sur le mois de juin, depuis bien longtemps, il est en train d'augmenter beaucoup par rapport au juin de l'année dernière. Canal, c'est pas cher. Si vous achetez un journal, chaque jour, ça va vous coûter 40 € par mois, 35 € par mois. Ça dépend du journal que vous achetez, mais grosso modo. Même si c'est un très 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 bon journal et que vous lisez de la première ligne à la dernière ligne, vous aurez moins de contenu que sur Canal. Et donc, moi je considère que Canal, c'est pas cher. Les abonnés de Canal ne venaient pas s'abonner pour les programmes clairs. Par nature, au contraire, ils ne venaient pas s'abonner pour les trucs clairs. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont très contents de ce qui se passe à Canal. Qu'est-ce qui se passe à Canal? D'abord, dans le sport, on parle de BeIN. Bon, d'accord, BeIN c'est important, mais on a 2 fois plus de droits de football que BeIN. On achète pour 600 millions au foot, et ils achètent pour 250 ou 300. Nous venons de regagner le rugby, nous venons de gagner le golf, et nous nous battons dans des tas de secteurs pour développer le sport. Canal, aujourd'hui, c'est non seulement les grands films en priorité, et longtemps avant les autres chaînes, puisque c'est la chronologie des médias, mais c'est aussi des séries uniques. Maxime vous a parlé tout à l'heure de Versailles, du Bureau des légendes, de toutes celles qui sont en cours et qui sont des grands succès mondiaux. Et puis, dans l'esprit de Canal, il va y avoir des tas d'animateurs qui vont arriver, qui sont importants, mais je crois que c'est la semaine prochaine que les grilles seront arrêtées et présentées, donc je ne peux pas vous les dire aujourd'hui. Mais croyez-moi, le groupe Bolloré a mis 4 milliards d'euros dans le groupe Vivendi. Le groupe Vivendi a dans Canal un petit peu d'argent, 20% de son actif ou quelque chose comme ça. Donc nous sommes intéressés par le développement de Canal, nous voulons réussir. Et puis Canal, souvenez-vous, ça n'est pas que du crypté, c'est aussi du clair, avec Canal 8, Canal News, Canal Star. C'est la capacité, je l'ai dit tout à l'heure, de trouver des tas de talents, de leur permettre de venir sur des cases, de s'exprimer. Donc je crois que vous allez être surpris, et je vous ai dit tout à l'heure, vous avez été surpris, comme M. Assouline, vous n'aviez pas bien lu, que la situation de Canal n'était pas bonne, mais c'est normal parce qu'on ne l'avait pas dit avant le mois de septembre d'avant pour les raisons qu'on a évoquées, c'est qu'en effet c'est pas bon pour l'image ce déballage. Mais de la même façon, je crois que vous allez être surpris par la remontée du nombre d'abonnés de Canal et par sa réussite. En tout cas, c'est ce à quoi je crois. Je pense que l'équipe qui est en place aujourd'hui, le fait de ne plus être dans le déni et de raconter la vérité et de faire les efforts nécessaires, qui sont au fond en plus, pardonnez-moi, des efforts superfétatoires. Voilà, on a fait toute une pendule parce qu'au lieu d'avoir 450 personnes à Cannes, il y en avait 50. Voilà, mais personne n'est mort parce qu'ils ne sont pas allés à Cannes. Et puis il y a des tas d'abonnés qui considèrent que de faire des économies chez Canal, c'était pas mal et que c'est mieux d'avoir plutôt des choses à l'écran que des gens en dehors de l'écran qui dépensent. Donc pour répondre à votre question, bien sûr, Canal doit être, pour sa partie payante, du premium, ce qu'il n'y a nulle part ailleurs, des choses qui n'existent pas dans le sport, dans les films, dans les séries, dans les émissions, de l'émerveillement, des nouveaux talents. Et c'est tout ça que ces équipes vont faire. Et évidemment, ce n'est pas moi parce que je n'en ai pas la compétence. Et il y a, comme vous le savez, beaucoup de centaines de personnes chez Canal qui ont ces compétences depuis longtemps, qu'il fallait simplement remettre dans la droite ligne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kern, vous souhaitiez intervenir ? Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous avez pratiquement déjà répondu à la question que je voulais vous poser, puisqu'il s'agit des événements sportifs. Donc on a compris que effectivement c'était un handicap financier aussi, qui n'est pas négligeable, mais par expérience un peu sur le terrain, on sait que beaucoup de foyers, souvent, le critère décisif pour s'abonner à Canal, ce sont justement la retransmission des grands événements sportifs. Il y a donc eu des négociations de rapprochement avec beIN Sport. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et plus précisément pourquoi ces négociations ont échoué? Et puis, dans l'avenir, comment envisagez-vous
pouvoir diffuser les grands événements sportifs, en sachant que les enchères sont de plus en plus importantes. Et surtout, envisagez-vous aussi d'obtenir des droits de retransmission concernant des rencontres sportives, enfin de sports qu'on appelle les sports moins populaires, tels que le handball, le volleyball, le basketball, et donc par là même faire des offres à ces fédérations. Pardon, alors sur l'accord BIN qui avait été trouvé, donc, qui était un accord qui était intéressant, en tout cas pour le groupe Canal et en tout cas aussi pour BIN, dont la particularité c'est que BIN, pourtant c'est le même manager, perd autant d'argent que nous au prorata, hein, même peut-être plus, puisqu'il perd de 300 millions quand on en perd 400. Voilà, donc vous voyez, je ne suis pas allé chez BIN pourtant, vous voyez, donc ça a pu se faire même sans moi, ce qui est un truc intéressant. Alors d'abord, normalement, Canal aurait pu pouvoir distribuer BIN sans demander à personne. Il n'y a pas de loi ou de problème de bonne mœurs qui fait qu'on n'aurait pas pu distribuer BIN. Qu'est-ce qui s'est passé en 2006? Canal+, vous voyez, j'étais pas là non plus, aurait fait des choses terribles et a eu des injonctions en 2012 qui durent jusqu'en 2017. Voilà, donc je suis malheureusement, vous voyez, pas responsable de ce truc-là non plus. C'était un moment où je n'étais pas là et ça dure au-delà du moment où je suis là, puisque ça va jusqu'en 2017, ça peut aller jusqu'en 2022. C'est ce qu'on appelle les injonctions. Les injonctions ont pour conséquence de rendre Canal peu manœuvrant par rapport à ses concurrents étrangers, ça c'est sûr. Cela dit, moi je respecte non seulement le Parlement, la démocratie, mais les autorités de régulation. Je pense qu'elles sont nécessaires. Donc s'ils ont décidé de ne pas le faire, c'est qu'ils ont raison. Et il n'y a rien à en dire, même si on le regrette. Ils ont dit qu'ils regarderaient dans un an, et donc nous avons un an à passer à regarder ce qu'on peut faire. Pourquoi est-ce que c'était un accord intéressant? Parce qu'en réalité, quand vous avez un restaurant et qu'il y a un deuxième restaurant qui s'ouvre dans votre rue, ou quand vous avez un magasin de vêtements et qu'il y a un deuxième magasin de vêtements qui s'ouvre dans votre rue, en fait, c'est pas mauvais pour la concurrence, c'est bon pour la concurrence. C'est bon pour vous. Parce que ça permet justement aux gens de savoir comment ça se passe, où sont les droits, où sont les restaurants, où sont les vêtements, et de venir tous au même endroit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la volatilité des droits, vous avez évoqué tout à l'heure la Champions League ou d'autres droits. Quand vous êtes un consommateur aujourd'hui, vous ne savez pas bien à quoi il faut vous abonner pour avoir tout. Alors il y a ceux qui suivent certains matchs et puis qui ne peuvent pas tout d'un coup avoir d'autres matchs. Et donc l'idée d'avoir une vitrine commune nous paraissait une idée qui était positive et intéressante. Bon, nous ne l'avons pas eu, je le regrette. Nous serons obligés de faire un peu plus de diète que ce qui était prévu, faire preuve d'un peu plus d'imagination. Bruno Lasserre a dit qu'on avait sûrement un plan B, mais il nous surestime, parce qu'on n'avait pas de plan B. Mais on va se débrouiller pour en créer un. Et voilà, je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la diète qui a été imposée aux excès de Canal, qui était bien connue, le renouveau, parce que là vous parlez de... Allez, sur les 8000 personnes, il y en a peut-être 200 qui ne sont pas contentes chez Canal. Mais il y en a 7800 qui sont très contentes. Ce nouveau cap qui est fixé, les gens sont contents. Moi, vous savez, je me fais arrêter par des gens qui me disent « Bravo, on est content, on savait que ça ne marchait pas avant, on savait qu'on allait dans le mur, qu'on n'osait pas le dire. Vous avez osé, vous avez le courage de dire les choses, de ne pas être dans le déni, de prendre les mesures. » Eh bien, je crois que ce cap, ces équipes qui travaillent ensemble, cette volonté dont j'ai parlé tout à l'heure d'avoir des programmes nouveaux, va permettre à Canal de se redresser. Et évidemment, sur les autres sports, il faut qu'on y revienne. Ça a fait partie de ce défaut qui a été fait par Canal, qui était de se concentrer par quelques grandes vitrines. Et bon, alors maintenant, vous posez un problème auquel je ne sais pas répondre, qui est le même problème que j'évoquais tout à l'heure pour les invasions. Voilà. Vous aurez des gens qui n'ont pas les mêmes contraintes économiques que nous, qui vont vouloir faire des films, qui vont vouloir faire des droits de sport, qui vont vouloir faire des choses comme ça. Voilà. L'émir du Qatar, dans les années où le pétrole était à 100, c'est-à-dire jusqu'à il y a 6 mois, il avait un excédent commercial, je crois, de 70 milliards par an. Monsieur Patrick Drahi, il n'a pas fixé de limite à son endettement. Nous n'avons pas d'excédent commercial et nous avons fixé une limite à notre endettement qui nous est guidée par les marchés financiers et qui fait qu'on ne peut pas avoir des sommes comme celle-là. Après-demain, vous aurez un nouveau, j'en sais rien, ce sera peut-être un Chinois, ce sera peut-être un Coréen, je ne sais pas ce que va être le monde. Il faut que le groupe Canal soit prêt
quelles que soient les concurrences, à avoir comme l'alpiniste qui à un moment, une de ses prises qui s'en va, d'en avoir suffisamment par ailleurs pour pouvoir résister à des passages mauvais. Parce que les concurrents tout-puissants ne restent pas. Croyez-moi, quand vous avez un groupe de 195 ans, vous voyez, il y a des gens qui sont tout en haut de l'affiche et puis après, ils descendent. Si vous avez la force, le courage et les équipes suffisamment unies pour tenir, eh bien, vous verrez que vous en sortez. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Sur les sports, tu veux dire quelque chose de particulier? Voilà. Sur tous les sports, il faut évidemment qu'on se batte pour non seulement les développer, mais aider les gens à développer ces sports. Et il faut qu'on aille vers les amateurs, vers les clubs de formation. De la même façon que dans le cinéma, on annoncera qu'il faut qu'on éditorialise plus le cinéma. Canal est à la base de la création des films. Il y a des équipes qui expliquent pourquoi ils aident tel metteur en scène, tel réalisateur, tel casting. Ça mériterait quand même qu'ils viennent nous raconter à l'antenne, pour nos abonnés, pourquoi ils le font. Comment ça se passe, au lieu qu'il y ait un film qui arrive et un robinet à film qui arrive. Je pense que ce serait intéressant d'expliquer, ça peut donner des idées. Donc, ce que j'ai dit pour les films ou les auteurs, c'est vrai pour le sport. Je pense que Canal doit, c'est même vrai dans le football, on pourrait aller prendre le plus petit des clubs et essayer d'aider le plus petit des clubs. Ce serait amusant par rapport à BeIN qui a le PSG, de voir ce que ça donne. Je pense que le rôle peut être intéressant. Arnaud, tu veux rajouter quelque chose? Je rajouterais juste que, par exemple, pour illustrer le point que tu viens de faire, nous soutenons l'équipe de rugby de Brive au top 14. Et je rajouterais, pour illustrer les collaborations et le projet stratégique qui est celui de Vivendi et Canal, nous sommes très attachés au sport et c'est la raison pour laquelle Vivendi est un des groupes qui soutient la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques 2024. C'est vous donner un exemple parmi tant d'autres, en dehors de la problématique sport versus Canal, de l'engagement de Vivendi sur ce thème du sport en général. Et toute dernière question, Monsieur Abad, très court, parce que je crois que Monsieur Bolloré donne... Je vais remettre le prix Bretagne de littérature à midi et demi. Vous voyez comme quoi je m'intéresse aux livres, madame. Merci, Madame la Présidente. Très bon auteur cette année. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Bolloré. Si vous le permettez, avant de poser la question, je vais répondre. On va inverser un peu les rôles à une question que vous avez posée, M. Bolloré. Vous disiez, comment se fait-il? C'est assez bizarre. Je ne suis jamais venu au Sénat, je le regrette et je vous crois sincère, sur les piles, le transport, la logistique, alors que je vais vous répondre tout simplement, on sera au cœur du problème, c'est que la marchandise ou le service transport ou logistique ou la pile, c'est pas la même chose que les médias, la culture et la presse. Et que c'est tout à fait compréhensible que sur ces matières-là, médias, culture et presse, il y ait une exigence démocratique, une préoccupation du Parlement et des élus un peu particulière. Alors, ma question va être très rapide. Il a été fait état du lien entre le contenu et les tuyaux, pour faire court, hein, dans le monde, et vous avez vous-même évoqué le fait que c'était partout la tendance, quelque part, qu'il fallait s'y faire. En matière de presse, la neutralité du tuyau, c'est une condition sine qua non d'indépendance de celui qui fait le contenu. Puisque vous l'avez cité, je me permets de le faire aussi, avec l'expérience ou ce qu'on peut savoir plus ou moins correctement de ce que M. Patrick Drahi fait avec le groupe Altis et puis SFR, je voudrais que vous m'expliquiez, que vous nous éclairiez sur le cap, puisque c'est votre responsabilité, le cap que vous avez fixé dans la perspective du rachat du groupe Telecom Italia, je crois, pardon, par Vivendi. Et j'aimerais bien avoir votre éclairage, votre vision des choses sur cette neutralité, un autre sens essentiel en matière de presse notamment, et puis cet éclairage sur la stratégie que vous mettez en place dans cette opération. Merci. Bien évidemment, la neutralité doit être reine, et ceux d'entre vous qui prennent les transports en commun et qui prennent l'excellent journal qui est Direct Matin voient qu'il n'y a pas tous les jours un truc pour Sarkozy ou contre machin ou pour un tel. C'est un journal qui est complètement neutre, objectif, pour lequel on n'a franchement jamais, je crois qu'il y a eu, Dieu sait qu'on prête le flanc aux critiques, je crois qu'il y a eu que 2 fois des critiques sur 10 ans à 300 éditions, ça en fait 3000.
Je parle sous le contrôle de Jean-Christophe Thierry qui s'en occupe. Donc sur la neutralité, bien sûr qu'il faut la neutralité, il faut l'impartialité, c'est essentiel. Je veux dire, là aussi, notre famille s'est battue pour la liberté, comme la plupart d'entre vous et de vos familles. C'est pas pour derrière essayer de faire quoi que ce soit. Voilà pour l'audition de Vincent Bolloré devant les sénateurs de la Commission de la Culture qui l'ont assailli de questions, notamment sur la liberté éditoriale dans les chaînes du groupe Canal+. Et vous avez pu entendre toutes les dénégations de Vincent Bolloré, mais aussi de Maxime Saada. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.